des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Pour l'organisation et la co-animation de ce webinaire, je suis accompagnée de 4 collègues des autres centres de ressources politiques de la ville de la région Île-de-France, à qui je vais demander de se présenter rapidement. Mélanie. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci Sophie. Donc Mélanie Roux, chef de projet au pôle ressources, donc le centre de ressources politiques de la ville de l'ouest de l'Île-de-France, donc qui compte Yvelines, Val d'Oise, Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Lamia. Oui, bonjour à tous. Donc Lamia, responsable du pôle ressources politiques de la ville à Paris. Merci. Alexandra. Bonjour à toutes et tous, Alexandra Grinchy, chargée de mission lutte contre les discriminations, insertion et emploi à Profession Banlieue en Seine-Saint-Denis. Et Cyril. Cyril ne veut pas vous parler. Je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Cyril Mello, directeur adjoint de Profession Banlieue, le centre de ressources politiques de la ville de la Seine-Saint-Denis. Merci. Alors, nos 4 centres de ressources ont organisé à l'automne 2025 une journée francilienne de la monoparentalité au Palais de la Femme à Paris. Cette journée a été un grand succès, tant par le nombre de participants que par la richesse des apports et des échanges de pratiques qu'il y a pu y avoir tout au long de la journée. L'intérêt des professionnels pour cette thématique nous a conduit à poursuivre cette dynamique et à nous mettre en contact avec Yvonne, qui est cofondatrice du collectif des Mères des Terres. Elle va tout vous expliquer bien mieux que moi tout à l'heure. En tout cas, ce collectif a mené une étude comparative sur la manière dont est pris en compte et accompagné ou pas le statut du monoparent dans plusieurs villes du territoire national. Aujourd'hui, elle va vous présenter une partie de cette étude avec l'idée de comprendre comment soutenir très concrètement les familles monoparentales à l'échelle locale. On vous propose un webinaire en 2 parties. Une première partie ciblée sur villes et mères isolées, avec un temps de questions-réponses. Une deuxième partie plutôt pour comprendre comment on peut changer les choses à notre échelle, avec encore une partie de questions-réponses. Donc avant de laisser la parole à Yvonne, je vous donne juste deux petites informations. On va vous demander de bien vouloir laisser vos micros coupés parce que vous êtes très très nombreux. On vous propose de partager toutes vos questions sur le chat. Les collègues vont regrouper vos questions et pourront les poser à Yvonne à chaque fois que l'une des parties de sa présentation sera terminée. Donc, et pour information, nous enregistrons le webinaire de façon à pouvoir le conserver ensuite et le mettre sur nos sites internet respectifs. Voilà. Si c'est bon pour vous, Yvonne, à vous de jouer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je voulais juste poser une petite question, Sophie. Je partage la présentation de mon côté. Ok. Donc on s'est dit que c'était plus pratique plus pour simple. vous, comme ça vous pouvez suivre vos slides à votre rythme. Donc pour info, malheureusement, je n'ai pas 2 écrans, donc je ne vous verrai pas. Donc s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, vous n'hésitez pas, je vais faire le partage tout de suite, d'accord? Alors, share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Alors, je vais juste essayer de mieux l'afficher, mais j'ai pas l'impression que j'ai une petite barre sur le côté. Bon, j'espère que ça suffira et de toute façon, vous aurez accès à la présentation après. Donc, moi déjà, je voulais me présenter tout simplement. Donc, je m'appelle Yvonne, donc c'est un pseudonyme, mais je fais partie d'un collectif qui est né en octobre 2024, qui est composé de 3 personnes. Une personne qui est à Montreuil, qui s'appelle Sarah Lebailly.
Wafa qui est à Marseille et moi-même qui suis en région lyonnaise. Donc on est 3 membres fondatrices de ce collectif, mais ça fait depuis 4-5 ans qu'on milite sur le sujet. On en reparlera quand on parlera de l'histoire de la mobilisation politique des mères isolées. Et on a 2 groupes locaux, un à Montreuil, un à Marseille. Et notre objectif, c'est d'en créer d'autres sur le territoire. Et on est en phase de constitution en format associatif. Je voulais aussi vous parler de qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a une activité de plaidoyer politique et d'action militante. Notre objectif étant d'améliorer la situation des mères isolées et de leurs enfants, de partager aussi nos expertises et nos connaissances. C'est un sujet qui est assez investigué là, les 3-4 dernières années, mais qui ne l'a pas du tout été avant. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire pour arriver à mettre au clair certaines situations et la raison de certaines difficultés qu'on peut vivre. On a aussi des actions d'accompagnement, donc vous pourrez voir sur nos réseaux, mais il arrive quelquefois qu'on accompagne des mères qui sont en difficulté ou qu'on relaie leur situation dans la presse. Et à l'échelle des groupes locaux, on a une activité plutôt d'entraide et de lien social qui vont des activités culturelles ou de l'entraide, par exemple, pour arriver à déménager, des choses comme ça. Mais comme on est en phase de développement, ce n'est pas encore l'activité qui est la plus développée. Donc, en introduction de ce webinaire, je voulais un peu revenir sur la partie enjeu, en effet, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle des mères isolées, de leurs enfants. À l'échelle locale, je vais faire un focus particulier, mais je voulais quand même reparler aussi de l'échelle nationale. Donc, tout d'abord, je pense que certains d'entre vous sont concernés, soit directement, soit indirectement, soit l'ont été, parce que c'est presque une femme et donc un homme aussi. Le calcul n'a pas été fait pour info, c'est pas qu'on ne voulait pas le faire, mais c'est une femme sur 3 un jour dans sa vie vivra un épisode de monoparentalité. C'est lié au rythme de séparation. Donc on parle d'une famille sur 4 aujourd'hui, de 6,2 millions de personnes quand on parle des parents et des enfants. Et c'est une situation qui est très genrée dans le sens où 83% des foyers monoparentaux sont portés par des mères isolées qui vont avoir des problématiques renforcées par rapport au... Il doit y avoir 5% de pères qui sont en garde principale, le reste c'est de la garde alternée. Et donc avec des problématiques renforcées par rapport aux hommes, en tout cas dans les études statistiques, notamment par rapport au niveau de vie, au logement, etc. Les femmes vont cumuler des difficultés qui sont souvent la continuation de ce qui se passait dans le couple. 40% des enfants qui vivent dans une famille monoparentale sont sous le seuil de pauvreté. C'est une réalité massive, mais qui est liée aussi à quelque chose dont on ne parlait pas avant, c'est-à-dire des personnes qui, notamment en cas de séparation, restaient en couple parce qu'elles ne pouvaient pas partir. Donc, il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose d'entièrement négatif. Il y a une forme d'émancipation quand même dans la plupart des cas, c'est-à-dire qu'on peut se séparer d'un conjoint avec lequel ça se passe mal ou qu'on n'aime plus, mais une émancipation qu'on va payer sur sa carrière financièrement, sur sa santé, etc. La réalité de la monoparentalité est très fortement hétérogène à l'échelle territoriale. Donc, en fait, on va avoir des taux de monoparentalité qui sont très différents d'une ville à l'autre. Et on va avoir des villes où la monoparentalité est particulièrement forte. Par exemple, dans les 10 communes les plus peuplées de France, donc c'est plus que 25% des familles qui sont monoparentales. C'est en moyenne 35% des familles. Et on a Marseille, Montpellier où c'est 40% des familles. Dans tous les DROM, on est plutôt sur du 50%, voire plus. Par exemple, en Guadeloupe, c'est 68% des familles avec enfants. Et on va aussi avoir des communes rurales, donc ça, je voulais vous en parler juste après, des communes rurales qui sont quelquefois à 100% de monoparentalité, quand on a très peu de foyers. Donc, c'est intéressant en fonction du travail que vous menez, d'arriver à voir comment votre territoire, il est concerné par cette réalité. Et nous, la statistique qu'on promeut, c'est vraiment de regarder le pourcentage de familles monoparentales parmi le nombre de familles avec enfants, en partant de l'idée que c'est un flux, c'est-à-dire que c'est une situation à l'année X, mais qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui vont être concernés sur 10, 20, 30 ans, comme on l'a dit, une femme sur 3, et certainement, vu le nombre de séparations, ça sera bientôt 1 sur 2. À l'échelle même d'une ville, et donc là, au regard du thème de cette rencontre, il va y avoir aussi de très, très fortes différences. Donc là, je vous ai donné la carte de Paris et des arrondissements de Paris, et avec le taux de pourcentage de monoparentalité.
Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir des taux qui sont très importants. Par exemple, dans le 13e, il y a 40% de familles monoparentales, alors que dans le 16e, il y en a 28%. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation notamment sur l'accès au logement dans ces zones-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va mener une politique publique sur la monoparentalité, il faudra prendre en compte cette différence, parce que forcément, les besoins seront supérieurs dans le 13e que dans le 16e. Et les réalités seront très différentes dans le 13e que dans le 16e. Donc, ça peut paraître assez évident ce que je dis, mais dans les premiers plans qui apparaissent, qui existent déjà sur les familles monoparentales, cette dimension territoriale apparaît très peu. Là, je vous ai aussi donné la question de Lyon, où ils ont fait une étude sur la population et les types de familles en iris QPV, en iris hors QPV et dans Lyon. Et on voit en effet que là aussi, les pourcentages sont renforcés, sachant qu'à Lyon, il y a peu de familles monoparentales quand même, en tout cas dans le centre-ville de Lyon. Elles sont plutôt en métropole. Et en fait, ils ont donc mené cette étude-là pour avoir un peu une vision concrète de là où étaient les familles, de leurs besoins spécifiques. Et en effet, elles apparaissent tout particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas croisé les besoins de ces populations-là par rapport à l'offre de services qui est offerte dans ces quartiers à destination des familles et des enfants. Ça serait l'étape d'après, on va dire. Je voulais aussi vous reparler de la monoparentalité en tant que question politique et puis en tant que question sociale. Si vous faites une recherche, même Google par exemple, entre 2000 et 2010, globalement c'est un sujet qui était déjà fort en termes statistiques, mais qui était totalement invisibilisé, absent des débats nationaux. Il y avait plutôt une approche que nous, on dirait misérabiliste, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, dans un reportage, ça existe encore, hein, vous allez voir une pauvre mère qui n'arrive pas à payer ses factures, etc. Mais il n'y avait pas de reconnaissance politique spécifique dans les politiques publiques et dans les discours politiques, même sans parler des politiques publiques, dans les discours politiques. Un des premiers tournants dans les dernières années, c'est les gilets jaunes, avec une forte présence des mères isolées sur les ronds-points. Et pour la première fois, le président de la République, Emmanuel Macron, a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales, en reconnaissant que très peu de choses étaient faites dans la société pour elles. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc là, sur le coup, moi, c'est au moment où je me suis séparée, donc je peux vous en parler un peu plus concrètement, mais à l'échelle locale, il va y avoir aussi des très grandes différences. Mais néanmoins, vous gériez tout et pourtant, vous n'étiez pas reconnu. Par exemple, à un moment, il y avait l'interdiction d'aller à plusieurs au centre commercial, mais si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas le laisser à la porte et y aller. La question de la garde d'enfants dans les écoles, avec des publics prioritaires, par exemple les publics médicaux, etc. Mais vous n'étiez pas dans les publics prioritaires, ce qui fait que vous vous retrouviez à 100% à garder votre enfant. Et l'augmentation des tensions. Donc en parallèle, il y a eu une création de premiers réseaux locaux d'entraide, mais aussi de militance politique. Et la collective des mères isolées est née à Montreuil. Donc Sarah Le Bailly, qui a cofondé les Mères des Terres avec moi et Wafa, était la cofondatrice de la collective des mères isolées à Montreuil, qui a mené tout un combat sur la question des tarifs de cantine. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'échelle nationale? Après, on parlera de l'échelle locale. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle nationale depuis que cette question politique a émergé, qu'on en entend un peu plus parler, même dans la presse? Il ne se passe pas grand-chose quand même, hein. Il y a eu quelques progrès, notamment depuis uniquement septembre. On a une aide à la garde d'enfants pour faire garder ses enfants à domicile qui a été étendue jusqu'aux 12 ans de l'enfant, mais en parallèle, on a perdu une majoration pour les enfants de moins de 6 ans. Voilà, donc on gagne, on perd. On a eu l'ASF, donc c'est une aide qu'on a quand on touche une pension alimentaire qui est inférieure à 190 € ou quand on n'a pas de pension alimentaire, qui a été augmentée. Au début, c'était 100, 130 €, puis 150, et là maintenant, elle est à presque 200 €. Mais c'est une des aides avec le plus grand taux de non-recours, avec l'obligation d'avoir un jugement. Et il y a de très, très nombreuses propositions de loi, dont la proposition de loi de la création d'un statut des parents isolés, qui sont bloquées à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de mesures qui sont bloquées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, par exemple la défiscalisation des pensions alimentaires ou le versement des allocations familiales des premiers enfants, parce que majoritairement, les familles monoparentales ont plus souvent un enfant. Les familles de 2 parents ont plus souvent 2 enfants ou plus. Les familles monoparentales ont à 46% seulement un enfant. Et donc, à majorité, elles ne vont pas toucher les allocations familiales.
quand on reparle des enjeux, après, on parle des enjeux à l'échelle locale. Donc, l'échelle locale, c'était pire que l'échelle nationale. C'est-à-dire que pourtant, malgré les compétences des collectivités sur les enfants, sur les gardes d'enfants, sur tous les services publics aux familles, c'est un sujet qui était totalement invisible. Il y avait une exception, c'était Paris, qui avait, par exemple, créé un dispositif pérenne qui s'appelle Paris Famille Logement. Donc, c'est un dispositif d'aide au logement pour les familles monoparentales. La plupart du temps, le sujet était totalement absent, que ce soit des sites internet, des politiques publiques, de tarification. Enfin, rien n'existait de manière générale. Et puis, à partir des municipales de 2020, donc les précédentes, on a eu quelques villes qui se sont emparées du sujet. Et je féliciterai particulièrement le maire de Montpellier qui avait fait la première tribune sur le sujet des familles monoparentales. Et là, quand on a fait notre étude sur les maires isolés et les municipalités lors de ces municipales-là, en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était vraiment sous couvert par exemple dans les programmes politiques, il n'y avait que 4 programmes qui en parlaient. C'est des mesures qui sont floues, qui sont sectorielles, pas d'adjoints et des actions plutôt générales. Néanmoins, depuis les années 2020, il y a quand même quelque chose qui ont évolué. Tout d'abord, on a eu, mais aussi lié à la détérioration de la situation économique des familles monoparentales et de la situation des enfants des familles monoparentales, on a eu quelques réponses politiques publiques ponctuelles qui ont été mises en œuvre. Par exemple, à Marseille, lors du Covid, avec un plan d'aide exceptionnel du CCAS, la métropole de Lyon qui a mis en place des tiny houses, mais bon, j'ai envie de dire c'est 39 unités par rapport à une réalité territoriale qui est largement plus dense. Et à Montreuil, il y a une réforme sur la tarification scolaire suite à la mobilisation de la collective des mères isolées avec une majoration un pourcentage en plus qui est adapté pour mettre les tarifs de la cantine, mais en parallèle, ils augmentaient les prix de la cantine en général. Donc ça s'est un peu fondu dans cette augmentation. Et on a eu enfin, donc sur 35 000 communes en France, on en a 6 qui ont adopté une forme avec des réalités très hétérogènes, mais de plans en conseil municipal, dont la première Rissorangis, puis Saint-Ouen, Montpellier, Paris, Dijon et les Lilas, avec un diagnostic, avec des mesures. Et la réalité derrière ces stratégies peut être très différente. Je parlerai de la stratégie de Dijon, qui a été co-construite, qui est ambitieuse, etc., mais où la partie mesures concrètes reste à construire, et surtout, il n'y a pas de calendrier et il n'y a pas de budget. Voilà. Mais néanmoins, on a des villes comme Rissorangis, Saint-Ouen qui ont revu la tarification. Ça, c'est une des principales mesures. Ou par exemple, Montpellier qui met en place des week-ends pour les familles monoparentales, sachant que c'est un très petit nombre de familles monoparentales qui sont concernées, et où subventionne, aide des associations pour créer des lieux de répit. Alors, je voulais vous reparler sur cette partie enjeu de concrètement comment on peut dire qui se débrouille bien et qui se débrouille mal quand on parle de monoparentalité à l'échelle locale. Ce que je vous dis là peut aussi s'appliquer à l'échelle d'un quartier. La plupart du temps, ça s'applique plutôt à l'échelle d'une commune, parce que c'est des choses qui sont gérées à l'échelle communale transverse. Mais néanmoins, pour certains des éléments de diagnostic, ça pourrait s'appliquer à l'échelle d'un quartier où il y aurait des besoins supérieurs, comme on l'a vu sur la carte de Paris. Donc, moi, j'ai réalisé l'année dernière une étude comparative entre 14 villes, les 10 premières villes de France, 2 villes de Drôme et 2 villes de taille moyenne, avec la question comment la monoparentalité est prise en compte dans ces villes-là et à quelle sauce je suis mangée. Parce qu'on s'était rendu compte que selon la ville dans laquelle on est, on va faire face à des réalités très différentes et quelquefois, ça va même impacter directement notre manière de nous organiser. Je vous parlerai du fait que quand j'ai déménagé, moi particulièrement à Lyon, il n'y avait pas de périscolaire le mercredi après-midi. Et puis, au final, j'ai dû payer beaucoup plus d'heures de babysitting. Et puis, à un moment, j'ai dû me mettre en 80%. Enfin, voilà. Et donc, dans certaines autres villes, l'offre est différente, plus étendue et où les coûts sont plus accessibles. Donc, cette étude, elle a été réalisée sur différents items. La place de la monoparentalité, donc là, c'est vraiment la médiatisation, l'inclusion du terme monoparentalité dans les politiques publiques, dans la presse locale, dans le site internet, le magazine municipal, les politiques d'accès aux crèches, la politique de la cantine, le coût des transports. Et il y a eu 4 profils familiaux qui ont été analysés. Une famille monoparentale avec un revenu moyen, un enfant, une famille monoparentale avec un revenu moyen,
2 enfants, une famille qui est tout juste sous le seuil de pauvreté et qui a un enfant, et puis un couple qui est plutôt classe moyenne supérieure, mais qui n'est pas non plus, on va dire, très très riche, 56 790 € avec un enfant. Enfin, après, tout dépend du territoire où on vit, hein, bien entendu. Mais je vais parler très rapidement de l'exemple de la restauration scolaire. Donc, la restauration scolaire, c'est là où il y a un besoin le plus fort par rapport à tous les services, accueil du matin, etc. Et c'est le plus utilisé, c'est celui qui va peser le plus sur le budget. Et donc, souvent, quand on fait des études sur l'utilisation du service public, qui ne sont pas faites souvent par les communes d'ailleurs, on se rend compte que le taux de pourcentage d'usage du service public qui va être souvent supérieur pour les familles monoparentales. Donc là, par exemple, il y a 93% des familles monoparentales qui mettent leurs enfants à la cantine, 92% pour les couples biactifs, donc des familles monoparentales actives. Et le coût d'un repas, c'est 8,49 € quand on ne prend pas en compte les aides. Et en fait, on se rend compte que quand même, il y a des très, très gros écarts, même s'il y a une prise en charge quand même de 63% en moyenne par la collectivité des coûts. Pour une famille, donc là, vous avez l'information par profil. Par exemple, pour le profil 1, à l'année, ça va revenir de 374 € à Lille à 684 € à Lyon. Donc, c'est le plus du double. Et par exemple, pour la famille de 2 enfants, c'est là où ça devient légèrement intolérable et que souvent, on va avoir des personnes qui vont devoir arrêter leur activité. Ça passe de 747 € à Lille, toujours à 1325 € à Lyon et Strasbourg. Quand on regarde le taux d'effort, on se rend compte que pour les familles monoparentales, ce taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage du coût du service public par rapport au revenu annuel moyen, il est toujours supérieur à celui des couples. Et il n'y a pas de... ce taux d'effort, la plupart du temps, il est toujours supérieur pour les personnes, les catégories les plus faibles. Donc, vous avez dans l'étude, que je vous inviterai à regarder si vous voulez savoir, vu qu'il y a tous les 14 villes, mais je détaillerai pas forcément, vous n'avez pas forcément plus, vous avez des bons élèves et des moyens élèves. Et en fait, en dehors des règles de tarification, on a aussi la question du tarif. On a des villes qui peuvent être justes, mais qui sont structurellement coûteuses. Et puis, on a des villes qui sont à l'inverse plutôt injustes dans leur tarification, mais qui vont avoir des tarifs qui partent de plus bas. Dans les logiques redistributives marquées avec des tarifs bas, on retrouve par exemple Montpellier qui est très bien classé et Lille. Voilà. Et Saint-Denis à La Réunion. Je suis désolée de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez masquer le bandeau de gauche pour qu'on puisse un peu mieux voir? J'y arrive pas. Ah mince, ok. J'y arrive pas, ouais. Mais j'aimerais bien. On enverra dans tous les cas le PowerPoint, hein, si jamais. Attendez, si, voyez, j'ai réussi. C'est mieux ou pas? C'est un peu mieux. Ne vous inquiétez pas, c'est petit, mais je vous dis l'essentiel, après vous retrouverez tout dans la présentation. Et s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à m'interrompre, je ne vous vois pas là, donc je navigue à vue en termes de questions. Voilà. Et je peux vraiment m'interrompre sur une diapo. Hein. Donc, dans l'étude, vous retrouverez aussi tout, par exemple, le comparatif global sur accueil du matin, cantine, périscolaire du soir et périscolaire du mercredi, avec les bons et les mauvais élèves. Et là aussi, on va voir qu'il y a des différentiels énormes. Je vous donne l'exemple. Allô ? N'hésitez pas, hein, vous m'interrompez si besoin. Par exemple, le coût annuel à Toulouse pour le profil 1, donc une famille monoparentale avec un enfant de classe moyenne, pour faire garder son enfant le matin, le mettre à la cantine, le mettre au périscolaire le soir et le mercredi, ça coûtera 808 €, soit 2,67% du revenu du profil 1 annuel. Et à Bordeaux, ça coûtera 1522 €, soit 5% de taux d'effort. Et pour le profil 2 et le profil 3, donc le profil avec 2 enfants, classe moyenne, et le profil 3 qui est juste sous le seuil de pauvreté, c'est là où je vous disais, on arrive à par exemple, c'est 2560 € annuels à Bordeaux, et le taux d'effort pour cette famille monoparentale est de 7,63%. Donc, c'est énorme. Et le profil 3, on en arrive à 6,43% de taux d'effort à Bordeaux. Alors, Lyon n'est pas du tout très bien classé, c'est juste il est hors classement parce qu'il n'y a pas d'offre pour l'instant de périscolaire le mercredi après-midi. Donc là, je vous donne entre les villes comparables sur l'ensemble du coût, mais il y a des villes qui juste n'entrent pas dans le comparatif. Hop. Je voulais faire un point sur quelque chose qui va
avoir un impact sur la vie des familles monoparentales extrêmement important et qui va même avoir un impact sur les aides. Aujourd'hui, en fait, en gros, quand une ville met en place un service public, elle va caler le prix de ce service public souvent sur une tarification différenciée. On a vu des tarifs uniques quand il y avait la gratuité. Par exemple, Saint-Denis de la Réunion, la cantine est gratuite. Accueil du matin à Lyon, accueil gratuit. Mais la plupart du temps, c'est une tarification différenciée qui est mise en place dans les grandes villes. Je ne parlerai pas des villes rurales où la tarification différenciée est beaucoup moins importante. Et en fait, on se rend compte qu'il va y avoir dans toutes les villes qui prennent en compte les parts fiscales des impôts, il va y avoir un revenu égal. Par exemple, vous gagnez 30 000 euros par an et vous avez un enfant, et il y a un couple qui gagne 30 000 euros par an et qui a un enfant. Et ben, le coût du service public va être plus important pour la famille monoparentale. Pourquoi? Parce que c'est les parts fiscales qui sont utilisées et que pour les impôts, c'est même le cas en général. Par exemple, je gagne la même chose que quelqu'un d'autre qui est en couple, et ben, il paiera moins d'impôts que moi. Parce qu'aujourd'hui, un couple et un enfant, c'est 2,5 parts fiscales. Une famille monoparentale avec un enfant, c'est 2 parts fiscales uniquement. Et donc, quelquefois, ça va avoir un impact indirect. Donc là, je parlerai de Lyon et Bordeaux, où aujourd'hui, on va avoir cette inégalité. D'autres villes se basent sur le coefficient familial. Et donc, vous allez avoir à revenu égal le même prix. Donc, vous allez avoir le même prix pour la cantine, le même prix pour le périscolaire. Donc, c'est-à-dire qu'en France, on n'a trouvé aucune ville où on a un bonus. Vous voyez ce que je veux dire? On est mieux traité qu'un couple dans la tarification. Ça n'existe pas, en fait. Et là, on commence à avoir dans les villes qui ont adopté des plans, des choses qui sont mises en œuvre, qui sont pour moi assez intéressantes symboliquement, mais annexes quand même. Par exemple, on a, comme je le disais tout à l'heure, Ris-Orangis qui a revu sa tarification et qui enlève la pension alimentaire de l'assiette de revenus et qui enlève aussi une partie des aides sociales de l'assiette des revenus pour calculer ces tarifs. Sachant que Ris-Orangis est une ville qui est chère en termes de services publics. Donc, j'ai envie de dire, vu qu'elle part de loin, ça sera plus juste, mais ça ne sera pas non plus les meilleurs tarifs. Et puis, on a Saint-Ouen aussi qui a fait une révision. Et puis, Montreuil, comme je vous disais, qui applique une décote générale en fonction de la situation de monoparentalité, et une décote qui peut être plus forte si on est particulièrement en situation de pauvreté. Donc ça, c'est vraiment important à l'échelle aussi des aides locales qui sont mises en place pour tout. Par exemple, là, on va bientôt sortir un dossier, je pense la semaine prochaine, on va sortir un dossier sur la question de la crise énergétique et de la crise aussi du prix de l'essence qui augmente. Et aujourd'hui, les aides qui sont mises en place à l'échelle nationale, par exemple l'aide gros rouleur, elle se base sur les parts fiscales. Du coup, à revenu égal, une famille monoparentale infirmière qui doit faire je ne sais pas combien de kilomètres chaque jour, elle aura moins de chances qu'un couple d'avoir cette aide. Donc ça, c'est extrêmement important, je le dis, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, si c'est changé, voire même si, pour moi, il devrait y avoir plus de parts pour une famille monoparentale, ça peut drastiquement changer la vie d'une personne. Voilà. Hop. Et là, on va passer à la partie 2, comment changer les choses à votre échelle. Donc, si vous avez des questions sur tous les enjeux, n'hésitez pas, parce que j'étais assez synthétique. Je vais peut-être arrêter le partage juste pour vous revoir. Ça vous convient? Hop, je le remettrai après. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas, vraiment, les questions, c'est souvent le plus intéressant. Donc, soyez pas timide. Alors, au niveau des questions du chat, on avait notamment du coup une première question qui revenait un peu sur votre présentation au niveau de l'introduction que vous faisiez sur votre collectif. Donc, pourquoi l'appellation des mères déterres? D'où est-ce que ça vient? Les mères déterres, en fait, en gros, on a beaucoup discuté parce qu'on faisait partie toutes de la collective des mères isolées avant, puis il y a une scission dans l'association, donc on s'est refondé en collectif après une petite pause d'1 an. Mais on essayait de retrouver une identité qui nous semblait plus juste. Et comme je le disais, il y a quand même une image qui est très misérabiliste et très... Il y a 2 images qui circulent sur les mères isolées. Soit celle de la super-héroïne, waouh, mais vous êtes fort, vous arrivez à tout gérer, gna gna gna, bravo, amen. Soit il y a une autre image qui est, oh, les pauvres, elles sont victimes de tout, elles s'en sortent pas.
en tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est-à-dire que, la plupart d'entre nous, quand c'est issu d'une séparation, comme je le disais, c'est plutôt positif. On a pu se séparer, certaines ne le peuvent pas, donc il y a une forme d'émancipation. Et la deuxième chose, c'est que oui, on va faire face à des injustices, mais que la plupart du temps, contrairement à ce qui est écrit dans la presse, etc., on sera plutôt dans un mode de combat permanent, donc c'est très, très fatigant. Mais donc déterminé tout simplement, pour changer les choses et pour surtout aussi changer l'image qu'on peut avoir des mères isolées, des familles monoparentales, en voyant plus qu'il y a une question de justice qui devrait s'appliquer plutôt qu'une question de peine pour quelqu'un. Bon, la peine ne nous sert pas. Voilà. Super, donc on est sur un terme un peu plus positif, effectivement. Une autre question, je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans ce niveau de détail-là, mais donc j'imagine qu'on avait peut-être une amie parisienne qui se demandait comment vous expliquiez les 35% de familles monoparentales du 1er arrondissement de Paris. Oh, alors, à dire vrai, quand j'ai fait cette carte, c'était pendant l'étude. Et en fait, en gros, on en parlera juste après, mais on a fait un pacte pour les maires, pour les candidats maires. Et du coup, je m'étais dit, il faut absolument que je regarde la différence par arrondissement. Donc, j'ai regardé sur l'INSEE et j'ai fait juste le calcul. Peut-être y a-t-il une erreur. En plus, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire le graphique. Mais a priori, il y avait quand même une corrélation sur 30%. C'est peu, parce que vous voyez, il y en a où c'est 40%. Donc, c'est souvent lié aux logements sociaux. Donc, c'est vrai que dans le 1er arrondissement, je ne pense pas qu'il y ait tant de logements sociaux que ça. Donc, ça serait à creuser. Mais cette vision territoriale, on la retrouve très peu. Pour vous dire, je ne l'ai vue nulle part. Donc, comme Paris travaille sur cet aspect-là, et ils ont déjà un plan, je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient creuser. Pourquoi les familles monoparentales sont plus dans certains arrondissements? Il y a la corrélation avec les logements sociaux, mais quelquefois, il y a des explications que je n'ai pas. Donc, sur le premier 30, ça ne reste pas non plus beaucoup, parce qu'on a des arrondissements où c'est beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est plus que, par exemple, le 16e et les départements les arrondissements de l'Est parisien. Je sais pas. Merci. On a une autre question qui s'intéressait plutôt aux enfants relevant des tranches d'âge supérieures. Donc, une question qui demandait est-ce que le sujet donc, est aussi prégnant pour les mères isolées de collégiens et de lycéens? Alors, c'est un peu compliqué. Il y a deux choses. Le besoin de garde, il est jusqu'aux 12 ans. Sauf quand vous habitez en zone rurale et que finalement vous aurez du mal, votre enfant, il ne pourra pas rentrer tout seul vers son logement. Mais dans les lieux où votre enfant a une école qui est près de son logement, souvent le besoin de garde s'arrête à 12 ans. D'où la revendication des familles monoparentales d'avoir une aide à la garde d'enfants qui soit prolongée jusqu'aux 12 ans. Même si, comme je vous disais, moi je serais pour que toutes les familles aient une aide pour pouvoir garder leurs enfants au-delà des 12 ans, parce que finalement, vous voyez la situation démographique française catastrophique et les difficultés des familles. Donc pour moi, je pense que déjà il y a un problème dans le dispositif national lui-même, basé sur des crédits d'impôt et avec des aides qui s'arrêtent aux 6 ans, comme si aux 6 ans, l'enfant rentre tout seul de l'école, allez hop, 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 j'habite en Norvège, il n'y a aucun risque. Non, voilà, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc oui, il y a l'aide à la garde d'enfants qui diminue en termes de besoins. Pour le reste, ça ne diminue pas forcément. D'ailleurs, vous voyez, il y a certaines aides, par exemple l'aide à la scolarité, qui augmente au collège et au lycée. Et on a aussi un angle mort souvent des politiques publiques, c'est l'échelon plus quand ils font leurs études. Bon, c'est très lié à la répartition de la charge financière et au débat sur les pensions alimentaires, mais souvent, en fait, les mamans vont se retrouver à devoir payer toutes seules l'étude, le logement, et ça va être une période extrêmement compliquée pour elles. Donc finalement, la charge réelle, elle va dépendre aussi de la coparentalité et de est-ce que le coparent va prendre en charge les frais, notamment à la scolarité, aux activités périscolaires, et quand il va faire ses études, s'il doit aller en province, le logement, etc. Et en fait, quand on fait des questionnaires aux mamans sur ces sujets-là, cette charge parentale, elle n'est pas répartie équitablement, et la justice, il faut payer, vous voyez, il faut attendre 2 ans, il faut payer, etc. Donc en fait, la plupart des mamans vont juste prendre sur elles. Donc, il y a le besoin de garde qui peut diminuer uniquement si vous habitez près de l'établissement scolaire. Et pour le reste, ça ne diminue pas tant que ça, notamment sur la charge du logement qui va quand même être une des
des besoins principaux. Et aussi sur les transports, ça ne va pas forcément diminuer parce qu'il faudra continuer à l'amener à ses activités, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Il y avait une remarque de Muriel Brisbard de la ville de Ris-Orangis qui indiquait qu'à Ris-Orangis, la ville avait ajouté une part supplémentaire pour les familles monoparentales. Donc, c'est Oui, une bah petite alors, remarque. je suis un peu étonnée, mais bon, qu'elle n'hésite pas, parce que moi, donc, j'avais téléchargé toutes les délibérations qui étaient passées en conseil municipal. Et en effet, vous avez rajouté une part, mais pour moi, en tout cas, dans le calcul que moi j'ai vu, ça correspond à un couple. Donc, c'est là, par exemple, on a Strasbourg, il y a 2 ans, qui avait fait une énorme campagne. Strasbourg, vous aurez rajoute une demi-part pour les familles monoparentales, sauf qu'en fait, elle rajoute une demi-part, mais vu qu'elle se basait sur les parts fiscales, cette demi-part, c'était pas une vraie demi-part, ça les mettait juste en équité avec un couple, comme le COEF. Donc peut-être qu'à Harris, vous voyez, il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, en fait, dans l'étude, on détaille, après on met les sources pour les délibérations, et nous, au RIS, on a vu que c'était quand même, on les met dans les très bons élèves, dans le sens où c'est le COEF qui est utilisé, plus pour les familles monoparentales, on enlève une partie de l'assiette, notamment la pension alimentaire et les aides sociales. Dans les mauvais points, Ris-Orangis, dans la délibération, donc c'est là où je n'habite pas à Ris-Orangis, donc je ne connais pas la réalité locale de Ris-Orangis, la monoparentalité était restreinte aux personnes en garde principale avec un jugement. Donc moi, je ne serais pas monoparentale, par exemple, à Ris, vu que je n'ai pas de jugement. Donc il y a des choses qui étaient très bien et puis des choses où on s'interrogeait un peu. Donc si vous avez plus d'infos et que vous voulez que je corrige l'étude, n'hésitez pas, parce que nous, ce qu'on a regardé, c'est ce qui était publié sur Internet et c'était les délibérations. Donc peut-être que j'ai mal interprété la délib et renvoyez-moi et n'hésitez pas. On a fait dans l'étude, il y a eu un choix justement de ne pas aller interroger X ou Y élus, mais de regarder ce qui était disponible et accessible à tout le monde. Voilà, en termes d'information. Ok, très bien, merci. Alors, une autre remarque, mais j'imagine qu'il va y avoir des éléments de réponse dans la deuxième partie, sur l'existence d'éléments sur les situations d'isolement des familles monoparentales et sur des dispositifs qui existeraient pour y répondre. Il existe très très peu de dispositifs. J'ai eu cette conversation récemment avec un CCAS. En fait, on l'a vu pendant le Covid, mais ça se voit au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Il y a 4 ans, j'ai eu un accident de vélo. Donc, je me suis luxé la hanche. J'habitais en région parisienne à l'époque. Et donc, quand on se luxe la hanche, quand on se luxe l'épaule, vous voyez, ça fait extrêmement mal. Il paraît que c'est une des douleurs pires que l'accouchement. Alors, je n'arriverai pas à comparer les deux, hein. Mais bref, donc je me luxe l'épaule. Et en fait, mon premier réflexe, c'était « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour faire garder ma fille ?» Parce qu'en fait, je ne savais pas si je m'étais cassée, vous voyez, la hanche ou la jambe. Et donc, j'appelle le grand-père en disant là, je vais aller à l'hôpital. Donc, il y avait les pompiers qui étaient à côté de moi. Et je disais non, il faut que je règle la garde de ma fille, en fait. Là, vous ne me touchez pas. Je suis au téléphone avec le grand-père. Donc, ce que j'ai vécu là sur un temps temporaire, ça va s'appliquer à énormément de mamans, notamment les mamans qui ont des problèmes de santé. Vous avez un cancer. Vous devez vous faire opérer. C'est le cas d'entre nous qui a dû se faire opérer. Il n'y a rien. Ce n'est pas pris en charge. Si vous avez votre mutuelle qui peut vous aider, par exemple, moi j'ai une aide pour le ménage pendant 2 semaines. C'est l'unique chose que j'ai eue, mais j'ai eu cette chose-là au même titre qu'un couple. Donc il y a des vraies situations d'isolement, mais qui souvent sont peu investiguées. Et les CCAS qui, par exemple, repèrent les personnes fragiles en cas de forte chaleur ou en cas enfin bref, il peut y avoir plein de situations. Souvent, on les repère pas. Donc, vous savez, c'est qui repère mieux? Quelquefois, c'est même l'Église. On en est à ce niveau-là, en fait. On en est à ce niveau-là où c'est peut-être les églises locales qui vont mieux savoir quelle femme est toute seule à s'occuper de son enfant, ou des relais de solidarité locaux dans l'immeuble où on sait qu'il va y avoir telle personne qui va être seule. Donc, non, il y a énormément de situations d'isolement, mais qui ne sont pas investiguées. Parce qu'en fait, ceux qui devraient les investiguer, CCAS ou les réseaux de santé ou aussi sur les situations de handicap, ne demandent pas. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Très bien, merci. Une réaction du coup sur cette question-là, une réaction qui indique que le CMG, donc les asthmates ou la garde à domicile, depuis fin 2005, est étendu aux 12 ans de l'enfant pour toutes les familles monoparentales. Voilà. Petite réaction. Oui, c'est ce que je disais, c'est une réforme imparfaite. En fait, en gros, ils ont prolongé jusqu'aux 12 ans, donc trop bien. Et il y a plein de familles qui avaient un tarif meilleur avant la réforme. Donc, pour les familles monoparentales avec un enfant, et même pour les couples. Hein. En fait, en gros, il y a eu comment on appelle ça? Maintenant, il faut avoir énormément d'heures
donc plutôt être des enfants en assistante maternelle, donc avant 3 ans. Mais de 3 à 6, vous perdez énormément. Parce qu'en fait, en gros, moi, par exemple, j'avais fait le calcul. Donc, avant, je payais 2 euros. Et maintenant, si quelqu'un gagnait la même chose que moi, elle paierait 3,50 €. Du coup, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, les aides familiales, elles se font sur un même pot commun. Donc, en fait, si vous donnez à quelqu'un, vous retirez à quelqu'un d'autre. Les aides vont diminuer pour beaucoup de familles. Voilà. Ok, donc votre dernière remarque, Yvonne, répond peut-être à la question sur le calcul des aides sociales aussi. Il y avait un calcul sur l'aide sociale et les assurances, dont je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens. Ensuite, il y avait une question sur la question des définitions. Sur quelles définitions se basent les différentes communes pour agir en direction des familles monoparentales et quels justificatifs demandent-elles à votre connaissance? Alors, c'est là où on parlera des définitions et du fait que Saint-Ouen et Rangis ont pris une définition plus restrictive que l'État. La définition sur laquelle il faut s'appuyer, c'est la définition de l'État. Donc, c'est la définition de l'IT, c'est-à-dire vivre seul avec son enfant. Point. Et sans demander garde principale, pas garde principale. Enfin, ça n'a aucun sens, sincèrement, garde alternée ou pas. Il faut s'appuyer sur les impôts. C'est les seuls qui sont vraiment au courant en fait de la monoparentalité. Et encore, il y a un écart dans le temps. Mais c'est la casse-tête des impôts, sachant qu'il y a une lutte politique aussi par rapport au recouplage, parce qu'aujourd'hui, quand on se met en couple, on n'est plus isolé, donc on est considéré comme une famille normale, sauf que le nouveau conjoint, il ne va pas payer les études de son enfant, il ne va pas aller chercher à la cantine, il ne va pas payer la moitié du tarif de cantine. Enfin, donc il y a aussi des enjeux vraiment de définition sur est-ce que je me mets en couple, est-ce que le nouveau conjoint devient le père de mon enfant? Non, en fait. Plus maintenant, peut-être à l'époque ancienne, je ne sais pas. Mais là, c'est pas vraiment le cas, en tout cas dans les réalités qu'on a concrètement. Donc nous, on propose vraiment, et là sur le coup, ça serait à l'État de cadrer. Donc c'est d'où les propositions de loi à l'Assemblée. Ce serait à l'État de dire qu'une commune n'a pas à prendre une définition restrictive sur la tarification, même si la garde alternée, ça peut être quelque chose. Là, sur le coup, c'est justifié. Mais par contre, de demander un jugement, mais il y a plein de femmes qui n'ont pas de jugement parce qu'il y a des cas de violence ou des cas de disparition du conjoint. Donc, en fait, on ne réactive pas le monstre en allant en justice et en payant 2 000 €. Je sais dans mon cas personnel. Donc, de demander des justificatifs supplémentaires à ce que demande l'État, ça me semble un peu fou. Et après, pour les aides sociales, alors pour info, c'est ce que je vous disais, on est en train de faire un dossier global. Alors, sur le coup, je me suis analysé 35 aides nationales pour voir si c'était par rapport à un couple défavorable, neutre ou favorable. Et bien, dans la plupart des cas, c'est défavorable parce qu'il s'appuie sur les parts fiscales. Mais il y a des aides où c'est favorable, par exemple RSA majoré, etc. Mais souvent, c'est favorable avec une limite dans le temps et plein de petites conditions et plein de petites astérix. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on arrête là pour les questions, parce que je vois les questions du chat qui continuent à arriver. Et juste une petite demande, si pour la deuxième partie, vous pouvez formuler vos questions dans le chat pendant la discussion. Ça nous permet, moi, avec ma collègue Mélanie, de synthétiser tout ça et d'être prêt au moment des réponses d'Yvonne. Juste, alors, on continue. Il y avait une remarque sur la question de... donc, avez-vous des informations suite à vos études au-delà des aides financières d'un dispositif qui pourrait donner une certaine priorité pour les parents isolés pour les moyens de garde? Bon, ça renvoyait à ce qu'on se disait sur les dispositifs. Oui. Okay. C'est très souvent à l'échelle locale, en fait. À l'échelle nationale, là, c'est quelque chose qu'on va développer pour les élections présidentielles. Que faudrait-il faire à l'échelle nationale? Justement, le fait d'avoir enlevé les majorations. Par exemple, la CMG, ils ont enlevé les majorations pour donc ils ont augmenté l'âge de 12 ans, mais ils ont enlevé les majorations. Dans les faits, le crédit d'impôt, tous les crédits d'impôt qui existent à la garde d'enfants, c'est les mêmes crédits d'impôt, peu importe la situation familiale, peu importe qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Parce que moi, je me compare à une famille qui aurait, par exemple, qui aurait, par exemple, personne en situation de handicap dans le couple. Vous voyez, il y a des configurations où, en fait, ça n'est pas pris en compte. Donc, on a le même crédit d'impôt, peu importe le niveau de ressources. Et après, il y a la question aussi de la politique nationale plus globale. Si on considère qu'il faut soutenir les gens qui ont des enfants, pour moi, il faudrait plutôt que tout le monde soit rehaussé vers le haut et que ça ne soit pas... et donc, c'est le débat sur l'universalité des aides. Mais si l'aide n'est pas universelle, pour nous, il faudrait qu'il y ait une majoration pour les familles monoparentales ou les familles en situation de handicap.
Merci beaucoup. Autre question sur la prise en compte de la défiscalisation des pensions alimentaires. Est-ce que c'est acté ou pas? Pas du tout. Alors, cette année, je devais normalement avoir un remboursement de 500 € de mes impôts et grâce à la pension de 100 € par mois du père de ma fille, je ne toucherai que 300 € de remboursement des impôts. Non, non, c'est pas du tout acté, ça bloque au Sénat. Alors, on a eu du off là-dessus, c'est qu'il y a des pères qui dans les chambres parlementaires sont concernés et qui payent des pensions alimentaires élevées et donc ils bloquent. Donc, en fait, c'est un débat qui revient. Ça fait 4-5 ans qu'il y a des propositions et qui bloquent, qui ne sont pas votées, et ça bloque au Sénat notamment, et le gouvernement ne soutient pas non plus la défiscalisation de la pension alimentaire. Dans les faits, c'est la pension congrue, parce que les pensions alimentaires sont faibles, mais c'est vrai que symboliquement, ça fait mal. Quand moi, je vois que je paye 1200, enfin, qu'il me paye 1200 € par an, point, je mets un point à cette phrase, et que je perds 200 € un petit peu moins à cause de lui sur mes remboursements des impôts, et que quelquefois je vais avoir un coût de la cantine plus fort ou je ne vais pas être éligible à telle aide à cause de ces 1200 €, je l'ai quand même mauvaise. Symboliquement, c'est très très dur. Voilà. Autre question, alors on a bien compris que la situation concernait en très très grande majorité des femmes, et il y a une question sur les collectifs de pères isolés. Est-ce que vous conseillerez aux pères isolés de se mettre en collectif? Et est-ce que vous prenez leur situation déjà en compte dans vos études? Oui, on prend. Alors, en effet, hein, de toute façon, il y a des pères isolés. Statistiquement, ils sont moins nombreux. Mais néanmoins, tout ce qu'on défend s'adresse aux pères. Parce que finalement, il n'y a aucune mesure, on va dire, ne donner l'aide qu'à la mère. Ça serait anticonstitutionnel de faire ça. Donc, toutes les revendications qu'on adresse dans le cadre des mères des terres s'adresseraient aux pères. Et là, par exemple, les pères qui sont en garde principale, ils ont aussi la CMG jusqu'à 12 ans, ce qui était une des revendications qui avait été portée par les familles monoparentales. Mais il y a une réalité statistique, en fait. Il y a une réalité statistique qu'on peut pas ignorer. Et puis, en plus, on cumule d'autres inégalités. Parce qu'en tant que femme, on va cumuler, déjà, même sans enfant, on va cumuler des inégalités en termes professionnels, en termes d'accès au logement, en termes de patrimoine. Donc, en fait, en gros, nous, on est tout ce qu'on propose est adressé aux pères, mais dans la réalité, on a quand même des vies différentes et des réalités différentes. Et statistiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde un père isolé versus une mère isolée, il va avoir moins de problèmes patrimoniaux, moins d'impact sur sa carrière, et il aura aussi plus d'aide. Parce que comme c'est plus rare, souvent les gens vont vraiment se mobiliser. Et il va aussi se remettre en couple plus vite. C'est 6 ans pour une femme en moyenne pour se remettre en couple après une séparation versus 4 pour un homme. Donc en fait, on n'a pas les mêmes réalités. Est-ce qu'il faut rejoindre des collectifs? Oui, mais il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment des collectifs qui ont des propos masculinistes, notamment sur le fait que les mères isolées ou les familles monoparentales voilà, refuseraient la garde alternée. La plupart du temps, ils ne demandent pas la garde alternée. Vraiment, il n'y a pas de... Donc, il peut y avoir des propos qui sont très violents, très anti-féminins dans ces réseaux de collectifs de pères. Il y en a beaucoup plus que des collectifs de mères. Par ailleurs, statistiquement, vous trouverez des centaines et des centaines d'associations de collectifs de pères, alors que, comme je vous ai dit, en termes statistiques, ils ont très très peu la garde principale parce que majoritairement, ils ne la demandent pas. Donc ça, c'est les études qui ont été faites au niveau des procès. Mais oui, bien entendu que c'est important qu'ils se mettent en collectif, qu'ils soutiennent les associations de familles monoparentales, mais qu'il faut faire très attention au discours masculiniste, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont manipulées, vraiment, c'est assez terrible. Très bien, merci beaucoup pour ce point de vigilance. Donc, deux questions qu'on va regrouper sous un même item qui concernent les actions mises en place par votre collectif. Donc une question sur comment le collectif agit et qu'est-ce que le collectif propose concrètement aux familles monoparentales, mais je crois que vous avez répondu dans la présentation. Et autre question sur le collectif, est-ce que est-ce que vous développez des choses en matière d'accompagnement concret ou pas auprès des... Oui, en fait, il y a toute la seconde partie de la présentation qui parle justement de ce qu'on a fait avec un focus à l'échelle locale. Donc, je vais peut-être renvoyer ça là-dessus. Sur la question des pensions, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vous invite à lire notre dossier parce qu'on a repris toutes les idées reçues sur les pensions alimentaires. Et on a envoyé ce dossier aux parlementaires. On est aussi intervenu en commission thématique. Je crois que c'était une députée LFI, c'était la candidate de Paris qui avait proposé la défiscalisation des
des pensions très récemment. Avec aussi, on a Marie-Charlotte Garin d'Europe Écologie Les Verts qui avait porté. Donc, nous, on a envoyé tous nos éléments, on est intervenu, on essaye de faire du lobbying politique. Sur le coup, c'est quelque chose qu'on porte très fort, même si nous, on appelle à une réforme fiscale globale, parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités au-delà de la question de la pension, la question des parts fiscales, comme je vous disais. Et la deuxième chose c'était quoi la deuxième question? Excusez-moi, j'ai un petit blanc. Non, la deuxième question, c'est l'accompagnement aux mères isolées ou pas, je crois. Oui, alors comme je disais, c'est plutôt à l'échelle de nos groupes locaux. Et là, en Ouais. fait, celui de Montreuil est très actif, mais pour le reste, on essaie de se structurer en association pour qu'un cadre de groupe local qui pourrait être repris, notamment sur le suivi des fameux pactes qui ont été signés par les maires. On en parlera juste après. Mais nous, on a fait de l'accompagnement de certaines situations à Montreuil, notamment une maman qui n'arrive pas à se loger. Elle est intervenue dans une émission de Mediapart récemment, alors que son fils est en situation de handicap, alors qu'elle a été victime de certaines injustices administratives. Et pourtant, voilà, l'accès au logement social, elle l'a toujours pas et elle risque d'être mise à la rue avec son enfant. Donc, il y a certaines personnes qu'on a accompagnées. Aujourd'hui, par contre, comme on a un collectif, on n'a aucun financement. Donc là, vous me voyez, sur mon temps entre midi et 2, on n'a pas la force encore de se démultiplier en termes d'accompagnement. On le fait ponctuellement, mais on ne le fait pas globalement. Et on espère, par contre, qu'on arrivera à renforcer cette action-là dans le futur et aussi à l'échelle locale, micro-locale, parce que c'est souvent à l'échelle des groupes locaux qu'on va pouvoir vraiment accompagner. Après, je trouve qu'il y a quand même un enjeu de formation, notamment des assistantes sociales et des CCAS sur ces questions-là. Très bien. Alors, il y avait une dernière, puis après, on va passer à la deuxième partie. Une re-question sur la question des pères. Il y avait quelqu'un qui demandait si vous aviez du coup des partenariats fiables avec certains pères et avec des collectifs, si vous arriviez à travailler avec des collectifs ou des groupes de pères sur des bases saines et non masculinistes, j'imagine. Non, mais on a par contre pas mal d'associations qui sont adressées aux familles monoparentales en général, donc ils vont être ouverts aux pères, d'ailleurs même dans leur titre. Il n'y aura pas la question de mère et donc elles vont s'adresser à tout le monde. Et oui, on se parle entre nous. On n'a pas toujours la même vision, mais il y a un dialogue assez resserré. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à regarder, si vous souhaitez avoir cette vision élargie, des associations de familles monoparentales en général. Déjà, voilà, parce qu'au final, autant sur les mères, comme je vous disais, on a des situations particulières, autant les pères s'organisent souvent sur les enjeux de justice. Et il peut y avoir d'ailleurs des situations qui sont réellement injustes et à dénoncer sur le fonctionnement de la justice aux affaires familiales, qui dysfonctionne pour tout le monde par ailleurs, même pour les mères en général. Mais c'est vrai que je pense que si vous trouvez quelqu'un de sain, il vaut mieux chercher un intitulé qui soit générique, au-delà des questions de justice. Où là, très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, je vous propose de passer à la seconde partie. Oui. Et petit rappel, n'hésitez pas à poser vraiment vos questions dans le chat tout au long de la partie pour qu'on puisse les synthétiser très rapidement avec ma collègue. Merci beaucoup. Donc, je refais le partage. Donc, il y a un tout petit temps de latence, pardon. Hop. Voilà. Donc, je vais faire un focus sur les changements à l'échelle locale, parce que je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, on a aussi des propositions à l'échelle nationale, bien entendu. Donc, sur la base des résultats de l'étude qu'on avait fait l'année dernière, et aussi de l'inspiration de tous ces plans qui ont été adoptés au niveau des 6 villes, Ris-Orangis, Saint-Ouen, Montpellier, Paris, Dijon. On a rédigé un pacte pour les mères isolées, les familles monoparentales, et les familles monoparentales à l'échelle communale. Ce pacte a 10 engagements à intégrer au programme des municipales. Et les 2 premiers engagements devaient être repris obligatoirement par les candidats qui souhaitaient nous soutenir. Le premier engagement, c'est d'adopter un plan municipal
en conseil municipal avec un diagnostic, des objectifs chiffrés, parce que comme je le disais, il y a certains plans sans objectifs, donc c'est un petit peu compliqué, et une gouvernance partagée, donc qui associe les familles. Donc ça, c'était un engagement obligatoire. Le deuxième engagement était obligatoire, c'était la réduction des factures et le renforcement de l'équité de la tarification. Parce que comme on l'a vu, on n'a vu aucune ville parfaite. Il y a des villes qui sont meilleures, Ris-Orangis, Saint-Ouen, ou des villes même qui se basent sur le COFK, enfin c'est la majorité d'entre elles, au moins elles sont à équité avec un couple. Mais en tous les cas, on trouvait qu'il y a quand même un enjeu vraiment juste d'accès aux services publics qui n'était pas, enfin, qui était jamais à hauteur de ce à quoi il faudrait arriver. Et ensuite, on a donc de la mesure 3 à la mesure 10, les candidats pouvaient piocher et en tout, il fallait qu'ils aient au moins 5 engagements qui soient repris. Donc, on a la question du renforcement et de l'élargissement des services publics municipaux qui s'adressent à tout le monde ou qu'aux familles monoparentales. Par exemple, le fait de proposer un accueil le matin. Paris, par exemple, ne propose pas d'accueil le matin, ou une offre de garde les mercredis, ou par exemple pendant les vacances. On a encore des communes, notamment les petites communes, qui quelquefois n'y arrivent pas. De soutenir par des mesures concrètes l'accès à un logement, parce que ça, c'est une des principales problématiques qui sont vécues par les familles monoparentales. Faciliter l'accès à un emploi, donc je ferai un focus sur certaines de ces mesures. Et derrière, dans le pacte, on dit toujours pourquoi, comment. Pourquoi, comment. Sachant que sur le comment, on donne des exemples concrets de ce qui peut être fait à l'échelle communale, mais les communes ont la liberté, en signant le pacte, de mettre en œuvre des mesures qui répondent à l'objectif. Favoriser le répit, l'entraide et la solidarité. Vous voyez, on ne le met pas en 1. Hein. La question du répit, elle est importante, mais le répit, il s'obtient de lui-même, entre guillemets, quand on a des solutions de garde et un emploi, et qu'on peut avoir payé une heure de babysitting pour partir. Donc, il vaut mieux qu'une commune ait une mesure qui va vraiment intensément protéger la capacité à travailler ou la capacité à faire garder son enfant, plutôt que de mettre un week-end pour 50 personnes pour payer des vacances entre mères isolées. Voilà. Je donne un exemple quand il y a des arbitrages budgétaires à faire. Hein. La question des violences et d'accompagner les séparations par des parcours séparation, par des aides de déménagement, l'accès aux soins. Donc la santé, par ailleurs, elle est en numéro 8, mais quand je regarde, je me dis qu'on aurait dû la mettre en numéro 5, parce que c'est un vrai enjeu. La santé, c'est un des enjeux principaux des familles monoparentales. L'accès à la santé, on n'a pas le temps de se soigner. Quand on est malade, il ne se passe rien, il n'y a rien qui est pris en compte. Et quand notre enfant est malade, c'est pareil. Et la question de la démocratie locale, parce qu'en fait, il y a plein de décisions qui sont prises sans nous, vu que les réunions publiques déjà sont organisées à des horaires dus pour les enfants. Donc, et aussi, il n'y a pas de solution de garde. Et on l'a mis en dernier, parce que c'est souvent la première chose qui est faite par les communes. C'est la première chose, un petit chèque ou une petite aide pour avoir une activité sportive. Alors, c'est très bien, le sport, la culture, c'est hyper important, mais c'est la portion congrue par rapport aux autres problèmes. Donc, c'est un engagement majeur, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Donc, là, ça reprend un peu ce que j'explique. Et puis, donc, concrètement, il y a certaines communes ou certains candidats qui ont été plus loin que le pacte, hein, donc qui ne se sont pas limités à ce qu'on avait écrit. Il y en a, par exemple, qui ont proposé la gratuité de certains services publics ou la mise en œuvre de tiers-lieux sur les familles monoparentales. On a eu aussi cette question de l'accès à la santé, des caravanes de la santé pour les familles monoparentales. Enfin, il y a eu pas mal de propositions qui ne sont pas dans notre pacte et qui ont été faites par les candidats. Malheureusement, comme vous le verrez, il y en a beaucoup qui n'ont pas été élus, mais bon, ça a nourri quand même le débat. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire une fois que le pacte, maintenant, il a été adopté par certains candidats? Il reste ouvert. Hein, si votre municipalité est intéressée, ils peuvent encore signer le pacte. On s'engage à le suivre dans le temps, d'où la volonté de créer des groupes locaux. On enverra à minima un questionnaire une fois par an. On refera l'étude avant les prochaines élections municipales et au fil de l'eau, en fait, on va valoriser toutes les bonnes pratiques. On crée un réseau aussi des élus engagés sur la question des familles monoparentales. Bon, là, c'est en cours. Notamment les signataires du pacte, mais ça peut aussi concerner d'autres communes qui seraient intéressées, avec l'objectif d'avoir au moins une lettre d'actu et une rencontre au moins en visio par an. Ensuite, je voulais parler de l'échelle des quartiers, parce que c'est comme celle qui vous intéressera certainement plus. Je fais un petit zoom, on ne verra pas tout. C'est très important de travailler avec les gens qui vivent dans les quartiers, et quelquefois, il peut y avoir quelquefois, on s'auto-censure de nous-mêmes sur nos besoins, parce qu'en fait, la vie d'une mère isolée, c'est une vie de débrouille. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on fait sans.
Par exemple, il y avait les équipes de Paris qui m'avaient dit, nous, pendant qu'on a fait la concertation sur les familles monoparentales, la question de l'accueil du matin n'est jamais ressortie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accueil du matin et qu'on puisse déposer ses enfants à 8h20, c'est jamais ressorti dans la concertation. Mais oui, mais peut-être en fait que les familles monoparentales, localement, elles ont pris l'habitude de déposer chez la voisine Ginette pour qu'elle l'amène à l'école et que j'arrive à l'heure au travail, en fait. Donc après, bon, à Paris, quelquefois, on travaille moins loin de son lieu de résidence, mais tout du moins, ça me paraît quand même très bizarre. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder d'une journée, à l'échelle d'une journée, l'école, le périscolaire propose-t-il un accueil le matin adapté? Si c'est une crèche, est-ce qu'il y a des crèches à VIP pour les plus jeunes? La cantine, le tarif de cantine prend-il en compte la monoparentalité? Le périscolaire du soir a-t-il des horaires et des activités adaptées? Y a-t-il une offre le mercredi? Y a-t-il une offre pendant les vacances? Est-ce qu'il y a des solutions de relais quand j'ai un rendez-vous médical? Et puis à l'échelle annuelle, qu'est-ce qui se passe si je me sépare? Qu'est-ce qui se passe en cas de violence? Je suis mère isolée, j'ai un handicap ou je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Là, en tant qu'employeur ou en tant que quand vous aidez des associations d'insertion, est-ce que la monoparentalité est prise en compte? Est-ce que vous aidez les personnes, par exemple, en tant que, on en reparlera tout à l'heure, mais les fonctionnaires qui veulent passer un concours, est-ce que la veille de l'examen, ils peuvent réviser? Parce que sinon, vous vous rendez compte, on doit prendre en compte 16 semaines de vacances scolaires quand le coparent ne partage pas, donc on n'a pas de jours en plus pour pouvoir réviser nos examens. Et puis le suivi et l'évaluation, par exemple sur le sport, la culture, est-ce qu'il y a des indicateurs sur comment les familles monoparentales y accèdent? À l'échelle d'un quartier, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire déjà bien comprendre quelle est la situation locale sur le quartier. Combien il y a de familles monoparentales? Où sont-elles? De soutenir les associations et structures locales pour qu'elles le prennent en compte. L'idée n'est pas de tout refaire, mais quand vous avez une convention avec un centre social ou une structure culturelle, de le mettre dans les critères de la convention. D'intégrer aussi la monoparentalité quand vous faites des concertations, par exemple dans le cas de plans de renouvellement urbain, de créer, de soutenir des lieux relais, souvent ils existent, mais de s'assurer que ces lieux relais soient connus par les familles monoparentales. De manière générale, comme on l'a vu, c'est intéressant quand on parle de familles monoparentales d'avoir une vision géographique assez opérationnelle de j'habite là, comment je fais pour m'organiser. Et là, vous verrez que les quartiers réapparaissent parce que c'est là où souvent les familles monoparentales peuvent se loger. On a aussi des enjeux d'image. Donc, il y a Sarah Lebailly qui était intervenue dans un livre qui s'appelle « Laisse pas traîner son fils » et qui parle de la criminalisation des familles monoparentales, notamment dans les quartiers, avec des enjeux aussi d'image où on va dire s'il y a des enfants qui sont dangereux ou qui font du trafic de drogue, c'est parce qu'ils sont en situation monoparentale, c'est la faute des mères. Ben, en fait, non, c'est juste que ces personnes-là vont être en difficulté et que ça va être beaucoup plus compliqué ça va être des parcours beaucoup plus sinueux, en fait. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'aider ces personnes-là que de les juger. Donc, ça, il y a aussi quelque chose qui se joue vraiment sur politique, à l'échelle politique, mais qui peut se jouer aussi. Si vous savez qu'il y a une famille voilà, où il y a 2 enfants, une maman, et qu'il y en a un qui commence à faire à traficoter un peu de la drogue, avant de mettre les procédures pour le virer du logement social, comme maintenant c'est prévu, d'avoir vraiment des personnes, des médiateurs qui peuvent aller sur place et essayer d'intervenir en amont, d'avoir vraiment une offre d'accompagnement. Donc, je voulais faire un petit point sur certains de nos engagements du pacte et pour vous donner des exemples de qu'est-ce qui peut être fait concrètement, qu'est-ce que nous, on recommande. Donc, je vais vous faire un focus sur l'engagement 7, accompagner les séparations et protéger. 3/4 des familles monoparentales, ça vient d'une rupture. Donc après, on a bien entendu les deuils ou les personnes qui ont eu un enfant seul. Mais la majorité des familles monoparentales, elles le sont suite à une rupture. Et il y a 80% des femmes victimes qui ont des enfants. Donc, quand on parle de victimes de violences conjugales, la plupart du temps, c'est des cas où il y a des enfants. Et dans plus de 72% des cas, les mères qui obtiennent une ordonnance de protection, parce que la violence conjugale a été reconnue, elles doivent quand même continuer à exercer l'autorité parentale avec le conjoint violent. C'était en 2023, on avait regardé combien d'autorités parentales étaient retirées par an. Il y avait 57 de mémoire, c'était une cinquantaine en tout cas. 50 cas de retrait d'autorité parentale sur cette année-là, versus le nombre de violences qui sont reconnues.
Donc, en fait, il y a un vrai enjeu national sur le coup, sur lequel les communes n'ont rien à voir, mais que vous allez voir sur le terrain. Vous allez voir des mamans qui doivent faire de la coparentalité avec quelqu'un qui les menace, etc. La police municipale sera au courant. L'assistante sociale sera au courant, du CCAS, les associations locales seront au courant. Enfin, en fait, en gros, il y a vraiment beaucoup de problèmes de violence. Qu'est-ce que peut faire la collectivité là-dessus? Créer un parcours séparation qui soit clair, parce qu'en fait, on fait face à beaucoup de complexité administrative. Par exemple, n'ayez pas l'audace de vous séparer un 30 décembre. Vraiment, séparez-vous un 1er janvier, parce que si vous vous séparez un 30 décembre, vous n'êtes pas considéré pour les impôts comme famille monoparentale avant l'année d'après. Donc, il y a ça. Il y a aussi la question de comment ça se passe au niveau des tarifications, comment ça se passe si je veux trouver un logement. Donc, il faut vraiment, si vous voulez aider les femmes et aider les mères isolées, leurs enfants, et pour pas qu'elles tombent dans la pauvreté, le moment de la séparation, c'est un moment de fragilité le plus énorme, avec beaucoup de cohabitation forcée. Donc, ce que nous, on conseille aux communes qui en ont les moyens, c'est d'avoir une petite réserve de logements temporaires pour aider les cas les plus critiques, les cas où la personne peut se faire tuer, ou les cas où vraiment il y a de la violence financière, économique, etc., pour aider la personne à sortir du logement et se retourner. Proposer une offre d'accompagnement en cas de séparation, notamment en lien avec le CCAS, mais aussi il y a certaines communes là, qui ont commencé à mettre en place des aides au déménagement, donc c'est le cas de Saint-Ouen. Prendre en charge financièrement la garde d'enfants en cas de démarche à la police municipale. Alors ça, on est sur une spécificité française à vomir. Je suis désolée parce que des fois je fais un peu d'ironie, mais en fait, en gros, quand le coparent ne vient pas garder son enfant alors qu'il était censé le garder, pour ne pas être accusé d'avoir une non-représentation d'enfant, il faut aller au commissariat de police pour dire le coparent n'est pas venu. Donc, si un jour, malheureusement, vous vole quelque chose, vous verrez dans les commissariats de police, donc c'est plutôt la police nationale, mais ça arrive aussi que la police municipale voit ces cas-là. On a des mamans qui sont là avec leur enfant dans les bras ou à attendre pour pouvoir dire que le coparent n'est pas venu et ensuite essayer, au bout de 2 ans, de refaire une action en justice pour réduire les droits du coparent. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités, c'est qu'il va y avoir beaucoup de familles monoparentales dans les commissariats et qui vont aller à la police. Et donc, la question qui se pose pour la police municipale, c'est comment on fait comment on fait pour l'accueil, notamment dans les commissariats de police municipaux, même s'ils sont moins concernés que la police nationale, pour accueillir les enfants. Bon babysitting, espace enfant pour les plus grands. Je pense que c'est vraiment, déjà géographiquement, ça permet aussi que l'enfant ne soit pas obligé d'être à côté de sa mère quand elle témoigne. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre. Bon babysitting, ça on le soutient parce qu'il y a certains partis qui nous disent nous on est contre le babysitting parce que c'est des offres privées. Oui, mais en fait le périscolaire il n'ira jamais au-delà de 20 heures, il ne sera pas là le week-end et quelquefois mettre son enfant toujours à l'extérieur, après il est épuisé. Donc avoir des bons babysitting, nous on trouve que c'est une bonne solution pour les familles les plus fragiles. Des lieux qui permettent d'accueillir les enfants et la formation des policiers municipaux aux questions de violence. Ensuite, la question de l'accès à la santé, sur laquelle je voulais faire un focus. Donc, il y a eu très peu d'études. Mais en gros, il y avait une enquête de l'UNAF qui disait que 9 parents sur 10 d'une famille monoparentale estiment qu'élever seul un enfant a un impact négatif sur la santé. Alors, je témoignerai personnellement, oui, c'est le cas. Vous avez moins le temps d'aller chez le médecin. Déjà, en tant que parent, je pense que c'est le cas. Mais en tant que parent seul, c'est démultiplié parce que vous n'avez pas le temps en fait. Vous n'avez pas le temps de vous faire soigner, vous n'avez pas le temps de vous faire suivre et puis vous êtes plus fatigué aussi. Face à cette réalité, il est indispensable d'intégrer la monoparentalité dans les politiques locales de santé. Alors je vous invite à regarder, alors on ne l'a pas fait pour l'étude parce que je n'avais pas le temps, mais les contrats locaux de santé, la question des familles souvent est totalement inexistante dans les contrats locaux de santé, alors que c'est un enjeu extrêmement majeur et qui va déterminer l'accès aux soins. Donc, dans les propositions, prendre en compte la monoparentalité dans le contrat local de santé, faciliter la prise en charge des familles monoparentales avec des créneaux réservés et ou le développement d'une offre dédiée. Par exemple, les centres d'assistance médico-psychologique, je ne sais plus comment ça s'appelle, CMP je crois. Quelquefois, il faut attendre 2 ans, mais vous vous rendez compte, imaginez, vous avez un enfant qui a des problèmes psy et vous êtes seul avec lui, mais c'est infernal. Et en fait, la monoparentalité dans des services publics qui sont en souffrance, ceux de manière générale, On vous entend plus, Yvonne.
Ah, oui, là, ça a l'air de revenir. Ah, c'est pas celui-là. C'est mieux là ou pas? Oui. Très bien. Non, j'ai un faux contact sur mon micro. Pardon. Donc, avec des services publics qui sont en souffrance, même si on est pour l'université des services publics, etc., enfin, vraiment, l'universalité, c'est bien, mais notamment sur la question des problèmes psy ou des problèmes vraiment de longue maladie, on considère que les mères isolées devraient passer en priorité, sinon c'est des gens qui chutent entièrement. Si vous avez un enfant qui a des problèmes psychiatriques et qu'il n'est pas pris en charge, alors que vous êtes seul avec lui, c'est infernal. De même pour des enfants en situation de handicap grave. Et donc, ça, c'est d'avoir une offre renforcée et vraiment de prendre en compte la monoparentalité quand vous avez des arbitrages sur les personnes qui peuvent être reçues. Sur l'engagement simple, l'emploi, donc il y a l'idée aussi que les mères isolées font face à une fragilité toute particulière, plus de taux de chômage, plus de temps partiel subi, 23%, un taux d'activité. Avant, il était supérieur parce que les mères isolées, traditionnellement, ou les filles mères, souvent elles faisaient garder leurs enfants par une sœur ou quelqu'un, puis elles allaient travailler pour avoir des ressources et prendre soin de l'enfant. Là, maintenant, en fait, on a des femmes qui sont obligées de s'arrêter de travailler ou se mettre en temps partiel. Donc, la question du service public de l'emploi, même si c'est souvent l'État qui est quand même plutôt en charge, mais de développer des crèches à VIP, de faire des contrats avec des entreprises d'insertion qui prennent en compte la monoparentalité, voire même de proposer du coaching local aux familles, c'est extrêmement important parce que le fait d'avoir accès à un emploi, c'est ce qui permet souvent aux mères de s'en sortir. Et si on a emploi plus garde d'enfants qui est soutenu par la ville, souvent après, on revient à une situation très comparable à celle d'un couple. Après, je voulais faire un dernier petit point sur la question des employeurs. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ne travaillent pas dans les ressources humaines, mais néanmoins, c'est une des mesures très concrètes à l'échelle de la collectivité qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dans la fonction publique. Et en fait, à l'intérieur même de vos collectivités, vous avez des gens qui sont concernés, qui sont familles monoparentales, beaucoup de femmes, beaucoup de catégories C, beaucoup de catégories B. Et est-ce que vous avez fait un diagnostic sur la question de ces familles en interne et concrètement, est-ce que pour les familles, il y a un soutien familial sur la garde d'enfants, sur les frais de scolarité, en ne prenant pas en compte uniquement le salaire de l'agent? Je vous dis ça parce que moi, c'est mon cas. Ça prend en compte le salaire de l'agent uniquement et pas ma situation familiale, sachant que mon salaire, c'est mon seul salaire, en fait. Je n'ai pas d'autres ressources. Et donc, en fait, en gros, le fait que la collectivité se base sur certaines aides sur le salaire, ce n'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur, c'est le coefficient familial. Et encore, comme je vous disais, il est imparfait parce qu'il nous met en équivalence avec un couple. Mais tout du moins, c'est mieux que de dire « Oh mon Dieu, elle gagne beaucoup, elle est catégorie A ». Non, mais en fait, c'est mon seul revenu. Donc, prendre en charge en partie ou totalité des heures de babysitting liées aux missions ou aux heures en dehors des heures du bureau, parce que sinon ça veut dire que toutes les professions où vous allez avoir des réunions le soir et que si vous ne venez pas le soir, vous n'aurez pas votre promotion, vous ne pourrez pas le faire, ou toutes les fois que vous partez en mission, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez des familles monoparentales dans les équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont payer une babysitter. Ou si elles ne payent pas de babysitter, elles vont devoir trouver une Ginette ou une voisine pour les aider, toute la charge mentale derrière. Et donc, en fait, en tant qu'employeur, prendre en compte cette réalité-là et soutenir les carrières en ayant des aides à la garde d'enfants à domicile, c'est essentiel. Ça va permettre aux gens d'avoir des positions de responsabilité. Proposer une offre de mutuelle et de prévoyance avec des tarifs prenant en compte la monoparentalité. Donc ça, la ville de Lyon l'a fait récemment. C'est de dire qu'on ne se base pas uniquement sur le salaire. C'est toujours pareil. Le salaire n'est pas le bon critère. Bon, ils ne se basent pas sur le COEF, mais ils ont appliqué une petite décote pour la famille monoparentale, et ce, à partir d'un enfant. Parce que quelquefois, on met une décote, mais à partir de 2 enfants. Et comme je vous l'ai dit, ça ne suffit pas, vu que la moitié des familles monoparentales n'ont qu'un enfant. Tout ce qui est mesures type charte du temps, critères de flexibilité comme le télétravail, mais aussi critères pour favoriser l'évolution de carrière, comme je disais, offrir la journée de révision de concours, prendre en charge financièrement certaines évolutions de carrière type formation. C'est essentiel parce que c'est ça qui va permettre aux femmes d'avoir un meilleur salaire et d'avoir une meilleure situation aussi par la suite. Et ça, c'est vraiment à l'échelle de la collectivité. C'est quelque chose qui est faisable rapidement, facilement, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est jugé uniquement sur son salaire et la situation familiale n'est pas prise en compte. En tout cas, dans toutes les communes, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Et voilà, donc dans la présentation, vous retrouverez nos informations, nos réseaux sociaux et
comme je vous disais, là, je me suis concentrée sur nos propositions à l'échelle locale, mais on a des propositions à l'échelle nationale. Sur le pacte des mères isolées, donc il a été signé par plus d'une centaine de candidats, je crois que c'était 170 de mémoire, mais il y avait beaucoup de candidats qui étaient dans des petites oppositions, on va dire. Donc, on a eu 17 maires qui ont été élus, donc des maires de grandes villes. Hein. On a Paris, Montpellier, Marseille avec ses 40% de familles monoparentales, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, Saint-Denis. Donc, ces villes-là, on leur a demandé de nommer un référent élu, un référent administration, de faire un point annuel. Et puis, on accompagne certaines d'entre elles qui nous ont déjà posé des questions dans la mesure de nos moyens, étant nous-mêmes bénévoles. Et le pacte reste ouvert. Donc, si vous, à l'échelle locale, c'est quelque chose qui pourrait intéresser les équipes, n'hésitez pas à le transmettre. Et on espère vraiment que les communes d'ici 7 ans, auront avancé sur ce sujet-là et qu'à l'échelle des quartiers, il y aura plus d'actions qui ont été menées parce que pour l'instant, ce qui a été mené, c'est très rarement géographique, sauf quand on parle de lieux de répit. Voilà. Vous m'entendez, hein? Ok, j'ai fini. Oui, merci beaucoup pour cette présentation donc très complète. Alors, qui a suscité pas mal de questions, donc on va essayer de reprendre ça avec Cyril. Si jamais il y a des questions qui sont déformées ou qui méritent des précisions, n'hésitez pas aussi pour les auteurs des questions à intervenir, peut-être pour préciser en tout cas ce qu'on rapporte, histoire que ce soit fidèle aux interrogations que vous vous posiez. Première question, donc peut-être rapidement, du coup, en plus, on a quelqu'un qui demande si vous êtes en lien et si vous connaissez le Front de mer porté par Fatima Ouassak, qui est donc un syndicat de parents existant apparemment depuis 2016. Oui, on les connaît, on les apprécie, ouais. Bien sûr. Bien sûr, on a des revendications qui soutiennent, sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Donc oui, c'est des amis. Voilà. On se doute que c'est un petit monde du coup. Donc un peu plus dans le dur, quel besoin de formation est-ce que vous identifiez chez les acteurs de terrain pour mieux accompagner les familles et éviter les préjugés ou réponses inadaptées aux situations des familles monoparentales? Alors moi, je dirais le premier besoin, c'est pour ça qu'on avait demandé qu'il y ait un passage en conseil municipal, parce que le premier besoin, il n'est pas forcément au niveau uniquement des acteurs de terrain, mais il est vraiment au niveau des élus. Le fait déjà de partager un diagnostic sur la situation des familles, sur leur diversité, et de partager aussi des verbatims de ce que disent les familles de leur vécu, ce qui s'est passé à Dijon. À Dijon, ils ont mené tout un travail d'enquête et ensuite ils ont invité tous les services pour une journée, en fait, pour parler de la situation des familles monoparentales. Rien que déjà d'avoir un temps où on en parle, ça résout, on va dire, 80% des stéréotypes qu'on peut avoir. Sur les acteurs de terrain, c'est pas tant la question des stéréotypes que la question de la manière dont on est reçu. Donc, ça peut aussi s'adresser à d'autres familles. Mais par exemple, sur le créneau horaire qui est proposé, sur oui, il faut nous voir à telle heure, tel jour, on le voit aussi, c'est des acteurs médicaux. En fait, c'est vrai que quelquefois, ça tombe un peu à côté. Donc, quelquefois, on ne va même pas venir du tout. Vous voyez, donc il y a un problème d'accès au droit. Et c'est vrai que ce qui peut être fait, c'est vraiment de se mettre à la place des gens et de se dire, OK, si je propose un rendez-vous à 15h en périphérie de la ville, est-ce que vraiment c'est bien? Enfin, mais c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, hein, par ailleurs, à l'accessibilité des services publics, mais qui va particulièrement nous toucher parce qu'en fait, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va renoncer. On va renoncer à nos droits. Le fait juste de partager des éléments sur la réalité concrète du vécu et social, démographique sur votre territoire des mères isolées, des familles monoparentales, ça aide déjà beaucoup. Ensuite, il y a la question de comment j'intègre ça. Et c'est pour ça que nous, on parlait souvent d'avoir des indicateurs quand même qui permettent de suivre le nombre de familles monoparentales reçues, ce que font les grandes assos. Hein, par exemple, sur l'aide alimentaire, on est le premier public, après il y a les migrants. Je crois qu'on est à peu près au même niveau. Et donc, en fait, ça permet de montrer à quel point c'est important d'avoir une offre qui soit adaptée. Par exemple, les bains-douches ou les services où on peut avoir accès à la nourriture, on en parlait avec un CCAS récemment, souvent c'est très masculin. Pourquoi?
à votre avis? Parce que ça va être compliqué de venir avec son enfant dans un endroit où on ne se sentira pas forcément accueilli de manière safe. Et donc, d'avoir des places aussi, avoir une politique féministe tout court, ça peut aider aussi. Voilà. Alors du coup, la question suivante fait complètement le lien, je pense, avec ce que vous venez de développer. Mais donc, quelles seraient les attentes des mères isolées en matière d'accueil et d'écoute par les professionnels des collectivités publiques, au-delà de l'adaptation des conditions d'accès et des questions tarifaires? Alors, les conditions d'accès et les conditions tarifaires, c'est déjà très important. Donc, vraiment, je le mets en numéro 1. Après, non, il y a la question de la transparence. Vraiment, je loue Paris là-dessus. Ils ont fait vraiment un guide de la séparation. C'est assez clair. Qu'est-ce qui se passe quand on se sépare à Paris? Quelles sont les procédures à suivre? D'avoir le moins de procédures possible. Vraiment, sincèrement, d'avoir un accueil qui soit le plus simple possible, le plus adapté possible. Et pour les cas les plus criants, alors ça, on voit, la dernière fois, j'écoutais une émission sur la question des dispositifs. Vous savez, quelquefois, on a des dispositifs qui sont très précis. Et si on ne rentre pas dans la bonne case, il ne se passe plus rien. Je pense que c'est important pour les familles monoparentales de quelquefois savoir sortir des dispositifs et d'avoir vraiment des médiateurs qui viennent à la rencontre des familles. Donc là, je vous ai donné l'exemple des personnes qui ont des problèmes avec leurs enfants, que ce soit psychologique ou même lié au trafic de drogue, etc. Je trouve que c'est important de sortir de cette posture qui nous est imposée souvent. C'est pas... Mais si vous voulez avoir quelque chose qui répond aux besoins des personnes localement, c'est important de sortir des dispositifs et d'avoir une médiation assez humaine. Vous pouvez passer par des intermédiaires, bien sûr. Et puis donc, un petit peu en lien aussi, c'est bien parce que dans vos réponses, vous rebondissez et vous anticipez les questions suivantes. Ah. Mais donc, vous aviez évoqué la question de la délinquance, notamment, du coup des jeunes. Est-ce que vous avez des statistiques sur les enjeux concernant l'éducation des enfants, leur réussite scolaire et l'impact de la monoparentalité sur la délinquance? Pour Alors, il y a déconstruire des notamment ce statistiques. préjugé des mères seules qui n'arrivent plus à gérer leurs ados. Il y a des statistiques sur l'échec et la réussite scolaire, où oui, la monoparentalité a un impact. Oui, il y a aussi des statistiques sur les enjeux de violence. La vraie question, c'est l'œuf ou la poule, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la monoparentalité qui va causer ces problématiques-là. Ce n'est pas du tout la monoparentalité, ce n'est pas le fait d'être élevé par un parent. C'est le fait, c'est terrible à dire parce que c'est tellement évident, mais c'est le fait qu'ils vont faire face à des situations de pauvreté, qu'ils vont vivre dans certains quartiers où il y aura plus d'enjeux. Et qu'il y aura plus de difficultés à répondre vu que la personne qui s'occupe d'eux va devoir travailler, etc. Et oui, les pères aussi, donc je dis majoritairement des pères parce que c'est souvent genré, vont avoir une responsabilité sur une coparentalité absente. Donc c'est pas la monoparentalité elle-même qui est responsable, c'est plutôt le fait que justement les familles monoparentales n'étant pas assez accompagnées et puis ayant vraiment des souffrances économiques, et il y a aussi une corrélation quelquefois économique avec des enjeux de santé, de violence, etc. Et ces corrélations, elles existent, mais elles ne sont pas la faute des mères, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'importance du portage politique de ce sujet. Donc, il y avait déjà une question concernant la diffusion des 10 engagements du pacte. Donc, est-ce qu'ils ont été adressés à l'ensemble des candidats, y compris dans les DROM? Alors, c'est terrible les DROM, parce que ma mère est d'origine réunionnaise. Donc, pour moi, c'est une vraie souffrance. Il n'y a aucun maire qui a signé le pacte dans les DROM. Alors qu'ils ont des taux de monoparentalité, mais qui sont incroyablement élevés. On a écrit à tous les parlementaires, sauf les parlementaires du Rassemblement national. Donc, on a écrit à tous les parlementaires. Ensuite, on a écrit aux 30 ou 40 premières villes de France en termes de population. Imaginez-vous bien que nous n'avons pas pu écrire aux 35 000 communes multipliées par le nombre de listes. Donc, on a essayé aussi d'avoir un appel via la presse. Donc, on est passé sur Libé, Mediapart, et on a dit plusieurs fois le pacte est ouvert à tous, etc. Mais il n'y a aucune ville de droite qui nous a soutenus. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font rien, par ailleurs, parce que quelquefois, on a des villes de droite où, par exemple, les services publics sont moins chers que des villes de gauche. Dans notre étude, vous verrez, il y a une corrélation qui n'existe pas entre droite, gauche et qualité et prix du service public. Donc, amplitude
et prix du service public. Non, on n'a pas trop de corrélation là-dessus. Donc non, ça a été compliqué. Les DROM, moi j'ai fait des démarches individuelles en faisant des mails individuels, personnalisés, en appelant à mes racines pour leur dire « Mais s'il vous plaît, défendez notre pacte ». Et j'ai eu aucun retour. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Le pacte reste ouvert, donc peut-être qu'un jour ça changera, mais moi j'étais très choquée dans l'étude, il y a Saint-Denis-la-Réunion et il y a Fort-de-France, et vraiment même le mot motoparentalité n'est pas sur le site internet. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, hein. Saint-Denis-la-Réunion, la cantine est gratuite, mais vraiment, quand on a des réalités aussi fortes localement, le fait de ne pas en parler, ça me paraît incroyable. Donc pour moi, oui, c'est une question politique, mais les politiques ne font pas les choses par plaisir, ils les font parce qu'on les fait remonter, que ça soit à l'échelle des habitants, des collectifs, ou même nous, des agents, on peut aussi avoir notre rôle. Du coup, voilà, vous êtes là et vous serez un jour, vous avez une chance sur 3 d'être concerné un jour par la monoparentalité ou vos proches, donc j'espère que c'est un combat qui sera porté, et je pense qu'on est tous, on peut tous faire ça, on peut tous vraiment, il faut se plaindre en fait, il faut écrire des courriers. Donc les maires ont peu le temps de faire ça, mais nous, dans les services, on peut alerter là-dessus. Là, par exemple, je vous disais là, sur l'étude qu'on fait sur l'histoire des prix de l'énergie, mais je trouve ça incroyable qu'à revenu égal, les familles monoparentales aient moins de chances d'avoir cette aide. Enfin, c'est quand même fou, ça devrait être l'inverse. Mais à l'échelle locale, vous allez mettre en place des dispositifs et vraiment faites le calcul, à chaque fois introduisez le personae famille monoparentale quand vous mettrez en place des dispositifs. Voilà. Deux questions complémentaires pour rebondir sur ce que vous dites à propos des élus. Vous aviez évoqué un réseau de réflexion des élus. Donc, une personne souhaitait savoir dans quel département il était situé et est-ce que vous auriez un courrier ou un support clé en main qui serait transmissible justement aux élus des collectivités et que les professionnels pourraient faire remonter à leurs élus sur leur territoire? Alors, le principal support, c'est le pacte. Il a été pensé pour des élus, hein, donc c'est pour les candidats maires. Et pour le réseau, alors il faudrait qu'on communique un peu plus dessus, mais on a fait une lettre d'actu. Donc en fait, en gros, on propose à toutes les personnes intéressées, même si elles n'ont pas signé le pacte, de s'inscrire. Et ensuite, on voulait proposer, mais ce sera plus à la rentrée, je pense, d'avoir un temps d'échange. Mais ce qu'on pense qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu de retour sur qui a commencé quoi. Voilà, parce qu'on ne va pas juste échanger pour échanger. Donc l'idée, ça serait de mettre en valeur soit des initiatives qui fonctionnent, soit à l'inverse des difficultés communes. On est en phase de constitution, donc vous pouvez leur envoyer le pacte et vous pouvez leur envoyer le lien vers cette fameuse inscription à la lettre d'actu. Je le repartagerai à mes interlocuteurs, voilà. Mais au-delà de ça, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus. On a fait énormément de rendez-vous individuels avec les élus. Sur le coup, je pense qu'on en a fait plus de 60. Où on prend le temps vraiment d'échanger sur leur réalité locale. On s'est aussi déplacé localement pas mal. Donc, on n'a pas 35 000 communes qui nous ont appelés, mais pour l'instant, on a aussi cette volonté de rester quand même sur un échange individuel de qualité. Après, sur le contenu lui-même, donc on n'a pas fait de petites vidéos, etc., mais vous retrouvez quand même pas mal de supports vulgarisés sur Instagram et le pacte. Il y a une synthèse du pacte en quelques pages. C'est ce qui est le plus facilement transmissible à vos élus. Alors, je vais partir sur une dernière question pour ce qui me concerne avant de laisser la place à mon collègue. Quelle est la place des intercommunalités dans l'accompagnement des familles monoparentales? Très bonne question. Alors, notre étude, elle a beaucoup porté sur les communes, mais sur les intercos, on a quand même regardé sur la question du logement et du transport. Les intercos, comme je vous disais, elles vont avoir un rôle notamment sur la question des logements spécifiques ou temporaires pour les familles monoparentales, pour avoir une espèce de mutualisation. Donc, c'est le cas des tiny house à la métropole de Lyon. Et ça peut être le cas aussi de politiques de construction de logements ou de soutien de certains acteurs, notamment sur l'insertion. Et sur le transport, c'est la question de la tarification des transports et de l'offre de transport. J'interviens demain à Paris sur cette question-là, mobilité et monoparentalité, pour une conférence de Teams, je crois. Mais les intercommunalités sont quand même moins concernées que les communes, en tout cas avant les 12 ans.
parce que les besoins de garde et les besoins de services publics sont très, très, très centrés quand même sur les communes, notamment le périscolaire, etc. J'aurais pas le même discours pour les communes rurales, où souvent c'est mutualisé avec l'interco, et dans ce cas-là, l'interco devient le premier interlocuteur. Elles ont un discours qui est encore plus absent sur les familles monoparentales que les communes, de ce que moi j'ai pu regarder sur l'étude. Je le mettais quand le PCI en parlait encore moins que les villes. Et puis la vision politique des intercos est aussi plus restreinte, par ailleurs. On sent que le maire a quand même ce rôle vraiment de proximité, de vision politique qui est quelquefois moins porté à l'échelle de l'interco. Très bien. Merci Mélanie. Alors, je prends le relais pour la suite des questions. Autre question donc, sur le type de compétences psychosociales qui vous semble importante à renforcer chez les parents solos pour faire face aux défis quotidiens de la monoparentalité. Compétences psychosociales. Alors, sincèrement, moi, ça m'avait un peu choquée d'ailleurs, parce que j'avais vu des courriers de, vous savez, vous vous séparez, vous n'arrivez pas à trouver un logement. Et puis, vous avez le conseil départemental qui va vous envoyer un courrier. Au lieu de vous dire, je vous aide à trouver un logement, il va vous aider à l'éducation de vos enfants. Non, en fait. Souvent, ce n'est pas l'aide éducative le premier besoin. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas un plus haut pourcentage de personnes avec des enjeux psychosociaux dus à leur monoparentalité. C'est l'incapacité à trouver un logement, la cohabitation forcée, les problèmes économiques, le fait qu'avec le travail, ça se passe mal, qu'on va avoir des compétences, des problèmes psychologiques à l'échelle même quelquefois des mamans, parce qu'elles vont cumuler, elles vont faire des burn-out. Enfin voilà, moi je l'ai vécu à un moment donné. C'est très compliqué d'avoir des problèmes au boulot liés à sa monoparentalité et en parallèle de gérer son enfant à plein temps. Et puis après, il y a des problématiques qui sont plus liées aux enjeux psychologiques des enfants. Et là, comme je le disais, c'est plutôt l'accompagnement, le fait d'avoir accès à des places en CMP, à avoir une aide pour pouvoir avoir des séances psy. Ça, on en a parlé. Il y a eu le rapport de la Fondation des femmes sur le coût de la monoparentalité qui est sorti lors de la fête des mères, donc la semaine dernière. Et en fait, on a fait un focus là-dessus, c'est-à-dire que qu'est-ce qui serait vraiment utile ? Il serait vraiment utile déjà d'essayer de limiter les difficultés matérielles, parce que c'est les problèmes psychologiques ne viennent pas tout seuls. Souvent, c'est plutôt le résultat de quelque chose qu'on vit. Mais voilà, au-delà de ça, une fois qu'on est dedans, on n'a pas accès à un psy. Imaginez, c'est 60-70 € la séance. Souvent, les personnes n'ont pas les moyens de se faire soigner. Donc, qu'est-ce que peut faire le service public là-dessus ? C'est de s'assurer en priorité que le suivi psy pour les enfants ou pour les familles monoparentales, ou justement si le parent s'effondre ou si l'enfant s'effondre, tout s'effondre, soit adressé en particulier à ces enfants-là. Donc non, il n'y a pas de dispositif particulier ou de formation particulière. On reste des parents comme tout le monde, mais c'est plutôt l'accès au service public, voilà. L'accès à la santé. Bien insister sur le fait que la situation donc des parents isolés, il y a des causes socio-économiques et politiques structurelles, et donc faire attention à ne pas transférer la responsabilité sur des questions individuelles. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Une autre question, compte tenu de votre approche féministe, comment vous vous positionnez par rapport à l'approche intersectionnelle? Est-ce que vous prenez en compte la situation des femmes racisées, par exemple, issues des cultures non occidentales? Oui, on a sorti notre manifeste hier. J'ai un écho, pardon. Vous n'avez pas d'écho ? Ok, je vais parler avec un écho. Pardon. On a sorti notre manifeste hier qui a été écrit il y a plus d'1 an mais qu'on n'avait pas sorti. Donc oui, bien sûr, on a une approche intersectionnelle. On a une approche intersectionnelle et les maires des terres s'autorisent aussi à parler de sujets en dehors de la monoparentalité. Parce que souvent, on va arriver quand même sur une convergence des problématiques et donc une convergence des luttes. Comme je disais, on en a parlé souvent, mais on va accumuler des discriminations. Ça peut être des discriminations raciales, ça peut être des discriminations liées à notre genre, ça peut être des discriminations liées à l'endroit dans lequel on vit. Excusez-moi, j'ai une collègue qui m'amène un chargeur, merci. J'ai plus beaucoup de batterie. Merci, je te le rends. Merci. et donc, au final, on a cette approche-là et on considère aussi que la question de la justice sociale, de la justice en général,
elle ne peut pas être extraite. On ne peut pas parler de monoparentalité et de famille en général sans en parler, en fait. Du coup, c'est un peu dans notre ADN, contrairement, je pense, à d'autres associations, d'avoir cette approche très ouverte sur la société en général. Très bien. Question donc, qui renvoie aux questions d'organisation du travail, de ressources humaines dans les collectivités. Donc, dans chaque municipalité, on sait qu'il y a des agents aussi qui sont touchés par cette situation de monoparentalité. Ça peut concerner aussi des élus. Donc Oui. pourquoi, alors que ça concerne aussi des élus, il y a peu d'engouement selon vous, il y a aussi peu d'engouement selon vous politique sur la question? Ah non, mais c'est totalement lié ce que vous dites. C'est totalement lié. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on aura peu d'élus. Même une femme qui va avoir un enfant et qui ne sera pas payée pendant son congé mat, en fait, on a très peu d'élus qui arrivent à cumuler monoparentalité. Et non, ça, on l'a vu pendant la campagne. On a des femmes qui ont témoigné de la difficulté à mener une campagne en tant que mère isolée. Donc, après, elles vont se retrouver dans les dernières positions, vous savez, en conseil municipal. Elles vont être élues, mais avec des adjointes avec moins de pouvoir. Donc, ça reproduit des mécanismes que vous retrouvez sur la politique en général. Par exemple, la politique en général, il y aura plus d'hommes, plus de personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont plus de temps, qu'ils ont plus les ressources matérielles, etc., pour pouvoir s'engager. Et donc, les femmes, en général, sont moins en politique aussi pour cette raison-là. Donc, les femmes qui ont eu des enfants jeunes sont moins en politique parce que c'est déjà compliqué dans le cas d'une famille traditionnelle, entre guillemets. Donc, une famille monoparentale, ça rajoute une difficulté en plus et donc on va être moins en politique. Et vu qu'on est moins en politique, on va être moins aussi en tant que DGA. Alors, cherchez-moi la DGS famille monoparentale, je ne sais même pas si elle existe, parce qu'en fait, en gros, on demande, et ça c'est très français, parce que moi j'ai été dans des pays scandinaves où il n'y a pas du tout cette vision sacrificielle du travail, où pour être DGA, pour être DGS, il faut rester jusqu'à 23 heures et puis répondre à ses mails le week-end. Si on avait une vision qui est un peu plus humaine, c'est pour ça que je parle de charte du temps, etc. Bien sûr que vous aurez plus de femmes, et comme vous aurez plus de femmes, vous aurez plus de familles monoparentales. Donc, c'est très, très lié. Et donc, comme on n'est pas dans ces instances de prise de décision, et qu'il y aura une surreprésentation d'ailleurs des hommes dans ces instances de prise de décision, on va avoir des politiques RH, des politiques internes qui vont moins comprendre cet enjeu-là. Moi, je vais vous parler donc de mes fameuses aides à la garde d'enfants dans la collectivité dans laquelle je suis. Donc aujourd'hui, dans la collectivité dans laquelle je suis, attention, pour avoir des bons pour faire garder son enfant, vous savez, vous les mettez en colonie de vacances, vous avez un remboursement partiel. La grille différencie les couples et les familles monoparentales. Le plafond pour les couples est supérieur que pour les familles monoparentales. C'est-à-dire que si une famille monoparentale gagne trop, elle n'aura pas le droit à l'aide. Son plafond sera plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur les parts fiscales. Et moi, ça fait depuis 3 ans que je remonte le truc en disant mais c'est totalement injuste, je devrais avoir plus d'aide pour faire garder mon enfant, je devrais pas en avoir moins, et je devrais pas, si je gagne plus d'argent, ne plus avoir droit à cette aide, vu que c'est mon seul revenu. Rappelons quand même toujours la base, c'est mon seul revenu, je n'ai pas un coparent qui aura un autre revenu à côté. Et donc en fait, vraiment, je vous invite à faire le test, regardez les modalités, les calculs d'aide dans votre collectivité, et après, il y a la question de est-ce qu'on se plaint. Donc là, on en revient sur la discussion du tout début. Les familles monoparentales, notamment les mères, auront moins de temps pour se plaindre. Voilà. Merci pour votre réponse très claire. Autre question sur la santé mentale. Est-ce que le pacte, dans son engagement 8, prend suffisamment en compte, à votre sens, les questions de santé mentale des familles monoparentales dans tous leurs aspects? Non, le pacte, ça reste quand même une vision transversale qui était adressée aux maires, qui reste synthétique. Donc, on n'a pas développé la question de la santé mentale. C'est quelque chose sur lequel on est directement concerné au sein des maires des terres. Et on a pu voir les enjeux de services publics et d'accès aux services publics quand on a un enfant avec des problématiques notamment. Il faudra qu'on écrive là-dessus, parce qu'en fait, vraiment, il y aurait tant à dire. Après, c'est des problématiques nationales qui vont avoir des échos à l'échelle locale et qui vont avoir des échos à l'échelle micro-individuelle. L'état des centres médicaux, aidez-moi, parce que je crois que c'est CMP, mais je ne sais plus, l'état aujourd'hui en France est tellement catastrophique que quelquefois, on peut se dire, oui, mais en fait, pour vraiment aider les situations comme ça où les personnes sont en train de tomber, que les enfants ou le parent, il faudrait qu'il y ait un service public qui fonctionne. Et
même la psychiatrie tout court, c'est-à-dire avoir une prise en charge vraiment à l'hôpital en psychiatrie, il y a des difficultés à avoir des places. Donc, je trouve que c'est intéressant la monoparentalité parce que ça pose quand même une question, et la famille en général, ça pose vraiment la question du service public en général et de son importance parce que quand il s'écroule, en fait, c'est les familles qui prennent derrière. C'est les familles qui doivent absorber ce coût et les capacités des familles à absorber ce coût est différent d'une famille à l'autre. Je remets ma batterie, mais je suis là, je vous entends. Alors, une question qui rejoint avec celle précédemment posée sur le front des mères. Est-ce que, bon, on sait que vous les connaissez parce que vous avez répondu par l'affirmative, est-ce que vous avez des actions en commun avec le front des mères? Alors, c'était plutôt Sarah qui avait suivi ça. Je crois qu'elle avait participé à certaines manifestations ou certains des événements qu'ils avaient portés. Ok. À l'heure actuelle, je n'ai pas connaissance d'actions communes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne voudrait pas, hein, sur le coup. Mais non, je sais juste qu'il y a un dialogue, notamment Sarah elle a un Montreuil, donc voilà, géographiquement, ils se connaissent. Mais au-delà de ça, non, je n'ai pas plus d'infos, moi, à mon échelle lyonnaise. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Autre question. Une question qui porte sur les ruptures et qui dit que 3/4 des situations de monoparentalité sont issues de ruptures. Avez-vous des solutions pour éviter ces ruptures? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, il y avait eu un débat sur la CAF. La CAF, alors vous regardez sur Google, la CAF voulait faire un meeting. Donc, ils voulaient aider les gens à se remettre en couple et aider les gens à ne pas se séparer. Voilà. Moi, je trouve que ça interroge vraiment sur le fond. Hein. Est-ce que c'est du service public d'éviter les séparations? Je ne sais pas. Comme je disais, en fait, je pense que si les gens avaient eu la capacité dans le passé, il y aurait eu plus de séparations, il y aurait eu tout autant de familles monoparentales. Au bout de 6 ans, les femmes se remettent en couple. Au bout de 4 ans, les hommes se remettent en couple. Donc, le modèle traditionnel, il restera de toute façon majoritaire statistiquement. Hein. Mais pour moi, aider le couple, c'est aider la séparation, paradoxalement. Le fait que la séparation soit une ruine totale et soit inenvisageable, ça amène à des complexités, d'où l'importance pour moi, et ça on va aussi le porter dans le cadre du programme présidentiel, d'avoir des mesures vraiment que portent par exemple Parents et Féministes. Le fait que les parents, que les pères aient autant de droits que les mères pour garder leurs enfants à la naissance, le fait de soutenir aussi les dispositifs de soutien à la parentalité. Presque mécaniquement, ça va certainement restreindre le nombre de séparations. Si on aide les parents en général, si on aide les familles en général, ça se passera mieux. Mais si quelqu'un doit se séparer, il va se séparer quand même. Hein. Donc, sauf s'il ne pourra pas. Moi, je connais beaucoup de cas de femmes notamment qui ne se séparent pas pour des raisons économiques. Donc, pour moi, il y a vraiment plutôt la question de l'aide à la parentalité et du soutien économique aux familles en général pour que la famille et le fait d'avoir un enfant, souvent la rupture se fait au moment où l'enfant est très jeune parce qu'en fait, il va y avoir plein de difficultés pour le couple, etc. Ça, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une politique publique beaucoup plus renforcée. Donc, dans le cadre des 1000 jours, etc. Mais dans les faits, c'est très peu mis en place. Hein, mais ça aurait du sens. Après, quand vraiment les personnes veulent se séparer, qu'elles se séparent. Quoi. Bien sûr. C'est plutôt aussi, la question, c'est plutôt éviter que les ruptures aient des conséquences aussi négatives, aussi désastreuses par la suite. Alors, ça a suscité une autre question, une personne qui demande à en savoir plus sur cet outil CAF, le mythique CAF dont vous avez parlé. Alors, en fait, ça n'a pas été mis en place, hein, mais il y a eu c'était quand les auditions parlementaires où ils s'interrogeaient sur comment la CAF pourrait plutôt aider les gens à se remettre en couple ou à rester en couple. Et donc, du coup, il y avait la question du mythique CAF. Vous retrouverez les articles sur Internet. En revanche, la CAF, ces dernières années, c'est assez récent. Hein, c'est il y a 5 ans, elle a mis en place un parcours séparation. Donc, il y a des choses qui sont faites qui sont très inégalitaires d'une CAF à l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous choque beaucoup. Par exemple, en fonction de l'endroit où vous allez avoir accès à des VACAF ou pas. En fonction de l'endroit où vous allez avoir une offre locale extrêmement différente. Donc là, on en revient sur des inégalités territoriales. Donc les CAF font un très bon boulot, mais en fonction du département où vous êtes, vous ne serez pas mangé du tout la même sauce. Voilà. Très bien. Autre question, y a-t-il des aides pour les transports?
pour les familles monoparentales? Alors ça, vous le verrez dans l'étude, parce que sur le coup, on l'a vu à l'échelle locale. Alors, à l'échelle nationale, non. Voilà, la SNCF. Alors moi, je mets ma fille dans le junior et compagnie, parce que voilà, le père habite dans une autre région. Bah non, j'ai pas d'aide quand je prends le junior et compagnie, alors que pourtant, ben voilà, ça serait quand même sympa d'avoir un petit tarif réduit. Les aides pour le train, il n'y en a pas. Les aides pour l'avion, il n'y en a pas. L'échelle locale, non. Après, ce sera plutôt des aides sociales classiques, mais qui ne vont pas reprendre, à part quand on reprend le COEF. Mais encore, vu que le COEF vous met à égalité avec un couple, donc non. Et après, la principale aide que nous, on voit, c'est plutôt quand il y a la gratuité pour les enfants. Donc ça, dans les grandes villes, c'est de plus en plus fréquent, la gratuité pour les enfants. Mais non, on n'a pas trouvé de dispositif. En revanche, comme je vous disais, demain, j'interviens sur une rencontre dédiée, notamment dans les communes rurales. Il y a eu pas mal de mécanismes, vous savez, des offres d'accompagnement individuel, la location de vélos, la mise en place aussi de voitures qu'on peut mettre à disposition. Alors, j'ai regardé un peu, moi, j'ai pas vu de trucs spécifiques pour les familles monoparentales. Quelquefois, il y a une petite version genrée, donc je vous dirai demain, parce que j'en saurai plus. J'attends de finir ma note pour voir s'il y a des bons élèves et les mettre en valeur, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu. D'ailleurs, il y a même des dispositifs qui s'appliquent, qui reprennent en compte les parts fiscales, donc mauvais élèves, là, voilà, sur le coup. Mais c'est vrai, quand on a une offre d'accompagnement individuel, on pourrait se dire, bon, bah, c'est mieux, parce qu'on fait du aller vers, on a un conseiller, on l'appelle, etc. Après, c'est très lié à la conversation qu'on avait juste avant. C'est-à-dire que si on a un service public qui est bon, qui est universel, il va s'appliquer aussi aux familles monoparentales. Et dans les familles rurales, dans les contextes ruraux, c'est très problématique actuellement là, avec l'augmentation de l'essence. Et en fait, on a fait un appel à témoignages sur les difficultés. Et c'est vraiment des difficultés du genre, je choisis si j'amène mon enfant à la piscine ou si je vais pas laisser ma voiture un peu avant pour faire une partie du trajet à pied. Enfin, vraiment, on en est sur des micro-comptages. Et dans tous les témoignages qu'on a eus, personne ne prend en compte ces réalités-là. Donc, c'est un seul foyer qui va devoir avoir tous les déplacements, vous voyez. C'est porté par une personne, c'est pas divisé par deux. Donc on pourrait se dire, ah, c'est pas divisé par deux, donc on n'a pas deux véhicules, donc on paye moins, etc. Oui, mais en termes logistiques, imaginez quand même de porter tous les déplacements d'un foyer. Si vous avez un ou plusieurs enfants, la galère que c'est, quoi. Voilà. Merci beaucoup Yvonne pour toutes ces réponses très très claires. Alors ensuite, on n'a plus de questions. On a toute une série de remarques que je vais faire remonter si vous en êtes d'accord de manière très synthétique parce qu'il est déjà 13h30. Et que on est au-delà de l'horaire qu'on avait indiqué. Donc, des remarques sur l'envie de se mobiliser déjà et l'envie de rejoindre les réseaux d'action. Une longue remarque du CCAS de Gennevilliers qui rend compte de ces actions, donc la constitution d'un réseau famille monoparental dans le but de créer un lien entre les familles, entre des habitants et professionnels, la mise en place d'ambassadrices volontaires qui contribuent à construire ces initiatives. Voilà, toute une série d'actions. Une remarque sur l'existence de l'AVVC. Il existe l'AVVC, prestation d'aide aux personnes victimes de violences conjugales de la CAF. Donc, une remarque sur l'existence d'un dispositif de la CAF. Un remerciement sur le focus sur le point 7, car effectivement, la violence peut continuer de s'exercer via l'autorité parentale, utilisée dans le but de nuire et souvent en manipulant les enfants. Donc, ça rejoint ce que vous disiez sur ces questions-là. Une remarque sur la situation des couples divorcés. Donc, si l'un des parents est contre l'enfant, ne peut pas bénéficier d'un accompagnement psy, sauf si accord du juge. Vous confirmez? Ok. Une autre remarque sur le rôle des travailleurs sociaux de la CAF qui accompagnent les séparations sur tous les secteurs. Ensuite, une remarque sur sur la nécessité de reconnaître un véritable droit au répit pour les familles monoparentales, compte tenu des risques d'épuisement, d'isolement. Donc, ça renvoie aussi la nécessité de construire des politiques nationales, hein, au-delà des aides locales. Et enfin, une remarque très, très, très locale et très centrée sur la ville de Lille qui travaille sur une nouvelle tarification pour les familles monoparentales. Et je terminerai ces remarques sur
tout un tas de réactions des participants et des participantes qui vous félicitaient pour la clarté et la qualité de votre intervention. Voilà. Et enfin, il y a d'autres remarques alors, l'offre de service, une autre remarque sur l'offre de service du travail social et qui est complémentaire aux aides légales et dépend du budget d'action sociale destiné aux familles avec enfants à charge de moins de 20 ans. Puis une dernière remarque sur le fait que ces aides sont déclinées différemment d'un département à l'autre avec une volonté de s'adapter au territoire et aux besoins des familles. Et on s'arrêtera là pour les remarques. Voilà, merci beaucoup. Merci, je veux bien remarque, si vous pouvez faire un copier-coller du chat, ça m'intéresse. On a fait un copier-coller de l'ensemble des remarques et des questions qu'on vous transmettra bien évidemment. Et puis, bien entendu, comme je vous disais, hein, si vous avez le souhait d'être accompagné ou d'avoir un dialogue avec nous en particulier, un souhait d'engagement, vous n'hésitez pas. On regarde. Et bravo à toutes les communes ou les personnes qui, à leur échelle, essayent de faire changer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Yvonne, pour cette présentation très qualitative. Du coup, on s'achemine vers la fin. Je vais laisser la parole à ma collègue Lamia pour une conclusion du webinaire. Merci. Alors, merci surtout à tous les participants et participantes qui ont été au plus fort de la connexion. J'ai compté plus de 160 personnes connectées. Donc, en continu, presque 150 personnes, ce qui montre que le sujet représente véritablement un enjeu pour les différents représentants de collectivités territoriales et du coup, un très fort intérêt aussi des professionnels pour ce sujet. Donc, pour la question de la monoparentalité et puis aussi forcément qui est marquée aussi par des inégalités, donc une volonté d'agir. Un grand merci à vous, Yvonne, surtout, donc, et au collectif des maires des terres, donc pour le partage de cette étude, mais plus globalement aussi de vos études, donc qui apportent à la fois des éclairages très précieux, mais qui contribuent aussi à faire avancer la prise en compte très concrète des différents besoins des familles et du coup donc prise en compte par les politiques publiques. Alors notamment, on a beaucoup abordé le sujet de la tarification des services publics, mais c'est un grand levier quand même d'action. Et puis il y a des avancées qui ont été faites par un certain nombre de collectivités territoriales. Donc ces avancées devront se poursuivre et être suivies aussi. Donc au regard des éléments que nous avons partagés. Donc, on a abordé les questions d'accueil, de créneaux horaires proposés, de santé, de représentation aussi. Voilà, il y a du travail. Donc, nous vous enverrons à tous le replay de ce webinaire avec des ressources, différentes ressources, les liens vers le pacte et le lien d'inscription à la lettre d'actualité des maires des terres. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre aussi l'actualité des centres de ressources. On remettra tous les liens. Merci à tous et très bonne journée.